Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire un petit peu le tour de ce qui se passe d'intéressant dans le fabuleux monde des comics. On essaye de vous faire kiffer, de vous informer, de vous livrer nos petites analyses avec commentaires sympatoches, de l'humour toujours. De la blagounette. Et de la parce que on est dans une ambiance légère. Bah bien sûr. Puis c'est Gaudriol et compagnie. Exactement. Calembour et Corentin qui est avec nous. Festival, donc bonjour Corentin. Ça va Arnaud? Ça va très bien et toi? Bah ça, oui. J'ai peu dormi. Tu as peu dormi parce que tu as des chats qui vous empêchent de dormir. Voilà. Une fois n'est pas coutume, rappelons-le, les chats, c'est horrible. Ils font des ronds après pour se faire excuser. Ouais, mais non, mais si t'empêches de dormir, c'est une catastrophe. Tu sais qu'il y a une enquête qui est tombée sur les réseaux, Arnaud, par rapport à ta relation au chat et... Ah ouais. Mais je crois tu ne trompes plus personne depuis, mon ami. Mais je crois que celui qui a instigé ça est un fin appréciateur d'intelligence artificielle et de génération d'images et de mensonges, bien entendu. Bref, tout ça, on n'est pas là pour parler de chien ou de chat, même si on pourrait faire un podcast de 1h30 sur l'annonce de Marvel Unleashed avec voilà. Lockjaw et... Ce que j'allais dire, c'est que tu mets à chaque fois qu'il y a un chien dans un comics, ouais, team chien. Il y en a 5. Il y en a 5 dans celui-là, c'est pour ça. Ça change tout. Il y en a 5 pour un chat, sachant que le chat en plus c'est un Flerken, c'est même pas un vrai chat, donc c'est dire si Marvel est team chien quand même. Est-ce que tous les chats ne seraient pas des Flerken? Très certainement, puisqu'il est écrit que les Flerken empêchent aussi les gens de dormir et cassent des télés, donc la description colle très bien. Bref, tout ça pour dire que on commence par la partie comics avec la VF, et du côté de la VF, on aime bien vous pointer du doigt même si c'est pas très poli, les campagnes de financement participatif qui sont actuellement en cours à l'heure où on enregistre ces podcasts. Corentin, un petit mot juste pour signifier le retour de l'immanquable Love and Rockets qui revient sur Ulule de la part de Comics Initiative avec la campagne pour les tomes 5 et 6, mais aussi un artbook inédit des couvertures de la série des frères Hernandez. Et des illustrations bonus qui étaient en fin de numéro sur la publication originale. Pour rappel, donc Love and Rockets, c'est une série de 2 frères ou 3 frères, mais principalement les 2, Jaime et Gilbert Hernandez. Donc l'un des 2 va creuser un petit peu l'idée d'une scène punk californienne très musicale dans les années 70-80. Tout ça, c'est la partie un peu contemporaine de la série. Et l'autre va plutôt creuser un petit peu les origines de leur propre famille, donc les origines sud-américaines des Hernandez, dans la ville fictive de Palomar, et un segment qui s'inspire beaucoup plus du courant littéraire, du réalisme magique, voilà, qui est né en Amérique du Sud, en fait, et qui est présenté par aide-moi, Les 100 ans de solitude, qui est écrit par Bidule. Gabriel Manuel Garcia, un truc comme ça. Peut-être que c'est un acteur, ça, mais peut-être que t'as raison. Voilà, tout à fait. Et donc c'est un petit peu ces 2 courants qui se suivent dans la publication VF de Love and Rockets, puisque Comics Initiative a décidé de séparer un peu les 2 pour faire. Tu l'as, c'est bon? Gabriel Garcia Marquez. Voilà, j'en avais 2 sur les 3. En son, c'est Gabriel ou Pedro, voilà, bref. Donc le tome 5 et le tome 6 vont donc pareil couvrir les 2 facettes de la série. Il faut quand même signifier que Love and Rockets a eu droit à plusieurs volumes, dont un en cours de publication d'ailleurs, hein, c'est toujours pas fini, Love and Rockets, et que là, que Comics Initiative arrive à la fin du premier volume. Donc quand même déjà pareil réussi, parce que c'est une série qui a été très mal éditée en VF, tout le monde a un peu essayé, s'est cassé les dents dessus, il y a une publication qui a été très désordonnée, avec des tomes un peu à droite et à gauche, certains qui prenaient une époque particulière, d'autres qui faisaient fi de Palomar, etc. Là finalement, en suivant la logique originale, Comics Initiative y arrive très bien, et pour l'instant les gens répondent plutôt présents aux campagnes de financement à chaque fois, d'où le petit bonus. Après, j'imagine, pour se féliciter. Ouais, c'est parce que c'est du 100%, enfin c'est toujours financé largement au-dessus des 100%. Après il faut regarder toujours en nombre de contributions à combien ça équivaut. Et c'est sûr que si c'était, enfin, Comics Initiative fait ça depuis son lancement maintenant, hein, c'est des ouvrages, en fait, qui sortent pas forcément, qui sortent pas dans le circuit traditionnel de la librairie, que tu peux retrouver quand même après, hein, puisqu'ils ont un distributeur, et un diffuseur. Mais ce que je veux dire, c'est que, en général, en plus, c'est pas réimprimé, c'est des tirages uniques. Donc, c'est pour ça qu'ils passent aussi pour cette campagne, pour éviter d'avoir du stock, et donc du pilonnage aussi, s'ils ont des retours, et vraiment essayer de limiter, vraiment, tout ce qui est gaspillage, un gaspillage qui est très propre à l'économie du milieu de l'édition. Mais après, c'est toujours un peu compliqué de leur en vouloir, parce que mais je leur veux pas, c'est juste pour expliquer, quoi. Oui, mais d'un côté, t'as justement les éditeurs qui ont déjà essayé et qui ont tous raté la publication française de Love and Rockets, alors que c'est un truc qui devrait justement être, c'est beaucoup plus accessible que beaucoup de comics que nous on vous décrit assez régulièrement. C'est vraiment
du soap opéra. Hein. Love and Rockets, c'est des relations humaines, mais sans super pouvoir. Oui, tout à fait, ouais. Un côté un peu romance, sexe, famille, etc., etc. Donc c'est vraiment c'est lisible, enfin c'est très accessible pour un lectorat, on va dire, par exemple de romans graphiques jeunesse ou de romans graphiques qu'on va qualifier adressés à des démographies féminines, par exemple, ou des démographies LGBT. Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui devrait être beaucoup plus populaire que ça ne l'est, mais effectivement en France ça n'a pas pris. Donc ils sont un petit peu obligés de suivre leur modèle à eux, qui fait que c'est un peu réservé aux quelques happy few qui sont au courant que ces campagnes existent et aux quelques libraires qui après font le relais pour les albums qui sont édités ensuite. Je sais que moi j'ai trouvé déjà du Comics Initiative en librairie, hein, c'est pas ça sort parfois du circuit du crowdfunding. Mais donc voilà, en tout cas si ça vous intéresse, ça continue, et effectivement l'album Les Couves, qui je pense donc est là pour célébrer un peu la fin du premier volume, enfin la nuit de la première série Love and Rockets, c'est les couvertures de tous les numéros qui ont été édités jusqu'ici, plus les illustrations qui étaient réalisées par les frères Hernandez en clôture de chaque numéro, et des bonus explicatifs, préface, postface, un petit peu de contexte sur la création de la série. Donc c'est un truc à posséder si vous êtes fan de ce projet, et on vous invite à vous y intéresser justement parce que même si nous on a conscience qu'évidemment on parle plutôt à des fans de super-héros ou de comics indés modernes, c'est vraiment un monument en fait de l'évolution de la structure narrative séquentielle aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le comics alternatif, qui précède le comics indé tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est vraiment un truc qui a fait bouger beaucoup de choses dans la bande dessinée américaine, dans l'histoire de la bande dessinée américaine, et surtout qualitativement c'est super bien. Donc il faut aller lire Love and Rockets, voilà, pour varier un petit peu. Alors ça reste du roman graphique en noir et blanc, hein, on est d'accord. C'est en France, on sait qu'il y a une sorte de frein par rapport à ça, à part pour Walking Dead. Ça dépend. C'est un peu un cauchemar d'éditeur en général, le roman graphique noir et blanc. Ouais, pas pour Death Back Death non plus, hein, tu vois. C'est vrai, mais justement, il a été pas vendu comme du comics, tu vois, Death Back. Oui, mais il est vendu comme du roman graphique. Donc, quelque part, si tu le vends comme du roman graphique, tu peux t'attirer cette partie-là aussi du lectorat qui, effectivement, n'écoute peut-être pas First Print en priorité. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de Death Back Death au moment de la sortie de Kent State. Oui, parce que pour râler que c'était mieux traité que beaucoup de comics. On n'était pas spécialiste. Je suis pas spécialiste de Death Back Death. Ça, je l'avoue, qu'il y a une partie justement de cette bande dessinée indépendante américaine, mais qui n'est pas vendue comme du comics en France, sur lequel en fait moi clairement je suis pas le plus fort, et moi je me rappelle qu'on avait discuté de est-ce que c'est du comics ou pas, et Yannick de la CBD avait participé à rebours après à ce débat et tout ça, parce qu'on disait que c'est une question intéressante justement pour voir Love and Rockets, pour le coup, pour moi, c'est du comics. Ouais. Même si c'est pas Splash Page et compagnie, c'est vraiment américain, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais Death Back Death aussi, techniquement, mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi l'apparat, la façon dont tu le présentes en France, qui permet aussi de se heurter un peu aux préjugés que peut avoir le public, en fait, par rapport à ce qu'il pense lire et acheter. Mais en tout cas, moi, j'ai les 4 premiers tomes de l'édition, toujours pas commencé, certes, mais parce que je ne connais pas Love and Rockets, mais voilà, Corentin il a dit dès le premier podcast où on en parlait, il faut lire Love and Rockets, donc je l'ai mis, et vous avez donc le lien. Ça s'applique à toi aussi d'ailleurs. Ça s'applique à toi aussi. C'est pour ça que moi je les achète. Hein. Oui, mais il faut les lire. Hein. Ah oui, non, mais il y a 10 000 trucs à lire aussi, Corentin, tu le sais bien. Donc, tu sais bien. Donc attends, déjà j'ai commencé The Sandman l'an dernier. C'est vrai, tu l'as pas fini. Non. Mais voilà, tu vois, vas jamais le finir. Chaque chose prend. Mais si, bien sûr que si. J'ai vu d'ailleurs une édition annotée des 20 premiers numéros là qui a été rééditée récemment dans le DC Black Label, qui a l'air magnifique. Combien je pense 50 balles en plus. Ça va. Ouais, mais en plus en format ultra grand, vraiment le bouquin est incroyable. Mon anniv qui tombe bientôt en plus. Ouais, bientôt c'est vite. Oh, bientôt. Mais c'est vrai que ça peut faire une idée du coup. Bref, tout ça pour dire que le lien est dans la description du podcast, et on vous encourage à soutenir les maisons d'édition indépendantes comme Comics Initiative ou Bliss Édition, qui proposent régulièrement des campagnes de financement participatif. Du côté de la VF, c'est chez Kinaï Édition aussi qu'un titre arrive enfin. La première fois qu'on l'avait annoncé sur comicsblog.fr, et du coup on en avait sûrement aussi déjà parlé sur First Print. Donc c'est le Samurai Gun Trigger Soul de Valentin Sage. Valentin Sage, un auteur français que vous avez peut-être déjà lu chez Kinaï, puisqu'il avait signé The World, l'un de ses premiers bouquins là-bas, mais aussi une histoire qui était dans l'anthologie Punch saison 2 aux allures de Majora's Mask. D'ailleurs, Valentin est passé déjà dans le podcast pour parler de cette bande dessinée. Donc il sera de retour avec cette bande dessinée qui s'inscrit dans l'univers du jeu vidéo Samurai Gun, et Samurai Gun 2 notamment, qui doit sortir cet été. Alors, j'ai pas joué au premier ni au second, mais de ce que j'ai compris via la fiche de Steam, parce qu'il est en accès anticipé, en fait, pour moi, ça fait partie de ces jeux indés ultra durs, enfin qui ont l'air ultra durs, puisqu'en gros, c'est soit t'affrontes, soit t'as un mode solo, soit t'as des modes d'affrontement contre joueurs, mais en fait t'as un katana,
et 3 balles de revolver et faut finir le level avec juste ça. Et c'est en gros, c'est du one shot, quoi. C'est un coup, t'es mort. Donc, c'est ultra tactique et ça a l'air d'être ultra énervé. C'est un side-scroller en 2 dimensions, pixel art. Ouais, c'est ça, il y a un pixel art, ouais. Et donc, Valentin, qui a participé au développement de toute la partie graphique du jeu, fait aussi une BD dans laquelle, en fait, on est à Gun City, qui a l'air d'être, donc, c'est une ville en pleine expansion où apparemment, tu peux trouver du travail à balle, mais aussi de la fameuse gunpowder qui a l'air d'être une sorte de cocaïne pour le monde du travail qui te permet de bosser, d'être productif comme le veut le grand empereur de ce monde. Sauf que si t'en prends trop, tu te transformes en monstre, en capitaliste peut-être par exemple, ou en Gérald Darmanin, on sait pas. Et dans cette ville-là, en fait, donc il y a une jeune femme, Red, qui vit avec des petits chiens, 2 chiens. Voilà, donc encore un bouquin validé par la team chien, et ça fait plaisir. Qui aide un jour. En fait, justement, j'ai rien dit moi. Oui, c'est lui qui m'agresse, vous avez vu. Mais non, c'est pas de l'agression. Donc, qui aide un jour un artisan qui est devenu, qui s'est transformé en monstre parce qu'il a pris trop de gunpowder, qui est envoyé à l'hosto parce qu'elle est pris à part par un justicier qui arrive dans la ville justement pour régler un peu tout ce bazar qui est en train de se produire. Et en fait, elle est traitée par un traitement expérimental. En fait, elle va se découvrir des pouvoirs, devenir chasseuse de démons. J'ai pas encore lu la BD. Par contre, je sais que ça fait 2 ans qu'on voit des super visuels, des superbes planches de Valentin. Donc voilà, avec un style tourné vers le manga. Pour le coup, c'est vrai qu'on parle de Kinaï souvent parce que à la base ils font du comics jeunesse. Après, pour les créations originales et tout ça, et pour leurs auteurs, il y a aussi toujours de l'inspiration qui vient de l'animation, du manga, de cette école de dessin là, imprimé dans ce que 188 pages avec 4 pantones différents. Donc ça a des couleurs très très vives. Le pantone, si vous voyez, c'est les pages orange très fluo que vous aviez dans le Low Reader 1 pour la première histoire, ou par exemple le titre Big Girls de 404 Comics, c'est la couleur très très vive. Donc là, en fait, ça va être imprimé uniquement dans ces pantones là en termes de colorisation, avec 4 pantones différents. Le reste, c'est du noir et blanc ou je sais pas, un papier qu'on dirait un petit peu sépia. Ça fait du orange, rouge. Ouais, mais c'est super, vert. ça a l'air super beau en tout cas là-dessus. Et donc ça sort au mois de juin 2023, alors que la première fois qu'on en avait parlé, c'était en juin 2021. Comme janvier 2021. Enfin, en janvier pour juin, je veux dire. Et comme quoi, tout vient à point, à qui sait t'attendre. Est-ce que c'est pas un peu la belle morale de cette histoire? Aussi, tout à fait. Tu veux que je rajoute un truc? Si tu veux. Non, mais je trouve ça effectivement très très cool parce que bon, les bandes dessinées qui sont adaptées de jeux vidéo, en tout cas le petit circuit de communication qui existe entre les deux. Ou alors on pense à des artistes comme Singelin ou même Bablet d'ailleurs, je crois. Enfin, il y a des artistes comme ça qui font du jeu vidéo de temps en temps, qui sont des artistes de bande dessinée à la base. C'est rare qu'il y ait justement ce genre de produit un peu ambitieux. Tu vois, là on est sur un 190 pages avec un exercice graphique particulier pour un jeu qui, si vous regardez un peu les screenshots, ça ressemble pas spécial. Enfin, c'est pas aussi détaillé, c'est pas aussi fouillé. Donc effectivement, moi, je trouve ça très cool. Je connais pas du tout pareil la franchise Samurai Gun. Mais ça peut m'intéresser, à la limite, le côté un peu hardcore en side-scroller. Et tu vois un peu le côté, tu mentionnais Singelin, mais je pense que les gens qui aiment le dessin de Singelin, oui, période PTSD notamment, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Voilà. Déjà, il y a effectivement des parallèles à faire entre les deux. Je crois qu'il y aura un bandeau en plus signé avec un verbatim de monsieur Blocky. Ah voilà. Super. Tu vois comme quoi il a fait des petits lui on aussi. On n'est pas les seuls à faire des correspondances faciles. Surtout qu'ils se connaissent très bien de toute façon les deux. Donc oui, ça se voit un peu. Hein. Et donc effectivement c'est plus du manga au niveau du style, mais pourquoi pas. Moi je suis assez curieux toujours. Ouais, je pense qu'on n'hésitera pas à aller reparler à Valentin à l'occasion de la sortie de cette BD le mois prochain. Chevalier sèche. Ensuite, Corentin, déjà de la VO, puisque en VF c'était un petit peu calme en ce moment, mais c'est pas grave. On va pas demander aux éditeurs de nous faire des séries d'annonces et de big news et des trucs comme ça. Il y en a eu. Il y a eu l'espèce de leak de sollicitation Marvel en avance, mais il y a pas, tout n'est pas colossal à retenir dans le tas, quoi. Non, bien sûr. Donc du côté de la VO, Eden Wood, une nouvelle création de l'ami Tony S. Daniel chez Image Comics, à la fois à l'écriture et au dessin. Tony Daniel qui a fait du Detective Comics, qui a fait beaucoup de Batman, qui avait fait Noctera avec Scott Snyder que Corentin n'a pas aimé. Je pense que la plupart des gens qui l'ont lu n'ont pas aimé, hein, mais alors je pense que tu es très présomptueux quand même. C'est possible. Ça c'est très prétentieux même hein, d'ailleurs. Parce que tu dis Corentin n'a pas aimé, comme si c'était juste moi qui avait non, mais parce que tu l'as lu toi. Oui. T'as aimé. Ça va. T'as adoré. Non. T'as tout lu même. Non, j'ai pas adoré. T'as lu après le premier numéro? Mais j'ai pas adoré. Oui. Est-ce que t'as lu combien de numéros? J'ai lu le premier tome chez Delcourt. Et t'as aimé? Je veux pas détester. Je trouve pas ça incroyable. Je trouve pas ça horrible. Franchement, pour avoir lu pas mal de Scott Snyder des dernières années, franchement, je préfère quand même Noctera Undiscovered Country en termes de nivellement par le bas. Quoi. Hein? Nivellement par le bas. Non, pas nivellement par le bas. Comparaison n'est pas raison. Mais ta gueule. Non, en plus non, j'ai pas effectivement, oui, c'est pas celui qui m'a le plus agacé.
Mais donc effectivement, Tony Daniel revient tout seul. Démon, c'est bien pire aussi en vrai. Hein. C'est plus court. Ouais, c'est vrai. Tu vois, du coup, ça compense quoi. Ça t'agresse moins longtemps. Les défauts se Non, mais le compensent. concept de Noctera, surtout si on peut faire un petit pause dessus, c'est qu'il est très emprunté, quoi. Il y a pas une idée à lui dans Noctera, je trouve. C'est vraiment, il a piqué à Death Stranding, il a piqué à des tonnes d'univers comme ça. Faudrait voir la temporalité pour voir qu'est-ce qui a pu naître en premier quand même. Death Stranding, c'était il y a 8 ans maintenant, quand même, je crois. Ouais, mais il faudrait voir quand est-ce qu'il a fait le premier draft de Noctera, tu vois. Même tout ce côté, Death Stranding, c'était pas il y a 8 ans. Si, Death Stranding 1. C'est 2020. Non, c'est pas 2020. Si, je l'avais demandé pour mon Sérieux? Mais oui, je l'avais demandé pour mes 30 ans à mon frère, donc bien sûr que c'est 2020. Bon, c'est la campagne de promo qui a commencé. Oui, sûrement, oui, peut-être, oui. Bref. On savait pas que ce serait un simulateur de marche. 2019, effectivement. Ouais, il y a 4 ans. Et ça a été, ouais, du coup, en 2016, c'était annoncé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Peu importe, voilà, jouez à Death Stranding si vous avez envie de vous bien emmerder. C'est malade. Donc, non, j'ai pas, moi, pourtant, je suis un Kojima sexuel à fond, mais celui-là, non. C'est une question d'ambiance, mec, c'est incroyable. Mais regardez, moi, j'ai adoré regarder ce très long film en accéléré sur YouTube. Pour le coup, c'est un super film, c'est bien narré. Par contre, à jouer, je me suis vraiment emmerdé de ouf. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis ton avis de gamer. Non, chiant. je ne dirai rien. Rien. Continue. Donc bref, effectivement, donc Tony Daniel, faut déjà savoir que c'est pas un débutant. Il a pas fait que Detective Comics, il a pas fait que du DC. Au départ, c'est un mec qui a fait carrière justement chez Image. Il a fait ses débuts chez Image Comics à l'époque où il y avait peu de séries du calibre de ce qu'on connaît aujourd'hui chez Image. C'était beaucoup des séries de dessinateurs. Et Daniel, il a appris aux côtés de Finch, il a appris aux côtés de McFarlane, il a appris aux côtés de tous ces mecs-là. Il a fait pas mal de collaborations avec eux et il avait co-créé une série qui s'appelait The Tenth, dans mon souvenir, qui était voilà un petit peu dans les clous de ce qui se faisait à ce moment-là par rapport à ces héros musculeux, un peu ténébreux, un peu violents, avec des nanas très sexy, etc. Donc si son dessin cadre avec ce qui se faisait à l'époque, c'est parce que justement il est né dans le même moule. Donc c'est pas du tout inattendu de le revoir chez Image Comics en solitaire. La série elle-même, en l'occurrence, pareil, encore une fois, présente peu d'idées très originales. C'est-à-dire que c'est l'histoire de deux factions qui évoquent des mondes de fantasy, donc les démons d'un côté et les sorcières de l'autre, qui se savatent la gueule depuis que l'univers est l'univers, et même les multivers sont les multivers, puisque c'est à travers le multivers que ces deux factions bondissent de réalité en réalité. Leur affrontement fait qu'à chaque fois, elles détruisent la réalité où elles sont, et elles finissent par arriver, évidemment, sur Terre. Et encore plus évidemment, dans les États-Unis. Donc l'une partie va s'installer dans le Midwest, l'autre partie autour du Midwest pour en serrer le camp des méchants. Et apparemment, les démons sont plus les méchants que les sorcières. Donc c'est l'histoire d'un jeune héros qui, alors on ne sait pas exactement si c'est par accident ou parce qu'il a des capacités particulières, va tuer un démon, s'enfuir de sa région occupée, être recruté par les sorcières qui vont lui adjoindre une équipe de chasseurs, et ils vont partir dans la capitale, on va dire, de l'Empire démoniaque pour aller buter des grands démons et aussi faire échapper la copine, qui est une sorcière d'ailleurs, enfin la copine de la nana dont le héros est amoureux. Donc là c'est voilà, le synopsis est effectivement très très quadrillé, ça peut vous évoquer plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que ça va prendre un côté un peu uchronique par rapport au fait que les démons et les sorcières sont là depuis très longtemps et que donc les États-Unis sont vraiment retopographiés entre guillemets pour correspondre à ce nouveau champ de bataille. Ça me fait moi un peu penser à Aerosmith par exemple, tu vois, dans ce mélange un petit peu guerre réelle, humanité et concept de fantasy qu'on va placer à droite et à gauche. Aerosmith, tu sais, garde-bouchier, quoi, voilà. Ou voilà, plein de trucs, même démons de Scott Snyder, enfin tout ce côté un petit peu effectivement le bataille entre les forces du mal et des héros humains qui vont se retrouver embarqués dedans. C'est pas original pour dessous, mais si on est fan de Tony Daniel et de son coup de crayon qui effectivement est assez coté dans l'industrie, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces gens-là. C'est annoncé en ongoing. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle aussi, parce qu'effectivement, Image Comics, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, manque de longs formats. Là, ça recommence à revenir petit à petit, les longs formats en indé, on va dire. Après, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Non, j'ai dit, c'est annoncé. J'ai pas dit que ça va durer forcément autant que Daniel le voudrait. Une ongoing, si ça marche pas, ça peut s'arrêter au 6e numéro. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, là, il y a Phantom Road qui a été annoncé en ongoing. Il y a chez Dark Horse en l'occurrence, mais la série de James Tynion IV, Christopher Chaos, qui a été aussi basculé en ongoing après avoir été annoncé en mini. Donc petit à petit, le marché indé reprend un peu l'assurance de se dire bon, on peut essayer de la faire durer plus longtemps que juste une mini en 6, puis une autre mini en 6, puis une autre mini en 6. Ce qui est plutôt cool. Et effectivement, comme on l'a aussi dit à plusieurs reprises, le marché du single issues, il est aussi tenu par une génération de lecteurs qui est un peu âgée maintenant, qui a connu les années 90, qui est sûrement même rentré dans le monde des comics par les années 90. Et pour ces gens-là, Tony Daniel, c'est une vedette. Donc, ils seront plus fidèles ou plus
plus présent, un petit peu comme tu sais pour Ryan Stegman, tu vois, qui est vraiment un élève aussi de cette école de dessin, et on voit que le produit de Vanish par exemple de Nick Cates prend plutôt bien en kiosque parce que justement il y a ces gens-là que tu peux séduire et tout. Donc faudra voir ce que ça donne. Moi je suis pas fermé à l'idée que Daniel fasse des bons trucs, hein. Je vais pas trop détester son Detective Comics. Il a l'air de s'impliquer dedans à fond. Il explique même qu'il avait eu l'idée de faire ça avant Noctera, mais ensuite Snyder l'a contacté, qu'il a mis donc la machine en pause. À voir. Yes, donc ça arrivera au mois de septembre 2023 chez Image Comics. Autre actualité, alors j'ai titré ça de façon un petit peu familière. Les IA cassent déjà beaucoup trop les couilles, l'exemple de Pepe Larraz, qui s'est fait piller ses dessins par une IA j'allais dire dégénérative. Mais une IA dégénérative, ouais. Bon, toutes les IA sont dégénératives. C'est marrant parce que quand on avait fait récemment le Paris Fun Festival et on a eu l'occasion de parler avec Pepe Larraz, et Arnaud avait eu cette idée quand on avait parlé avec Belen Ortega aussi de peut-être poser la question à tous les artistes et scénaristes qu'on allait interroger sur quel était leur avis sur la progression des IA génératives de type Midjourney, de type DALL-E, de type Stable Diffusion et compagnie. Finalement, c'est con parce qu'on a oublié de la poser à Pepe Larraz parce qu'on a eu un créneau assez court et ça aurait été intéressant d'avoir la réponse avant terme. Mais effectivement, sur les réseaux, donc Larraz a publié un visuel où on voit qu'effectivement une IA a été entraînée avec ses dessins. Alors ça, pour ceux qui ne voient pas comment ça marche, en fait, l'IA, ce qu'elle fait généralement, enfin l'IA qui crée de l'image, elle fait du denoising à partir d'une structure abstraite, on va dire. Enfin, c'est comment ne pas rendre ça chiant. Bon, grosso modo, une IA, vous lui balancez plein d'images. Elle comprend les codes et la composition et la facture de l'image, et après elle peut la reproduire à l'envie. C'est pour ça, voilà, quand vous voyez des images de Macron au milieu des poubelles ou de Trump qui court au milieu des flics dans une rue pleine de fumée, c'est que l'IA, on lui a montré beaucoup d'images de la réalité, beaucoup d'images de ces gens-là, beaucoup d'images de manifestations, et après elle peut les recréer à l'envie en variant différents paramètres. Et donc effectivement, si vous voulez être un connard, vous pouvez prendre votre artiste préféré, le donner à manger à une IA avec 500 ou 1000 pages de dessin, et après l'IA pourra effectivement comprendre comment on reproduit son style à lui. Voilà, on arrivait là à ce niveau de compétence des programmes artificiels. Et effectivement, Pepe Larraz, ça a été son cas. Donc il est évidemment pas très content, comme il l'explique lui-même. En plus, c'est son travail chez Marvel qui a été plagié ou utilisé pour faire ça. Donc il y a pas grand-chose que lui peut faire. C'est Marvel qui devrait se saisir du dossier, attaquer en justice, ou je sais pas si c'était Midjourney ou DALL-E, mais bref, un de ces programmes qui du coup sert à générer de l'image, qui devrait les attaquer en justice, dire voilà, ça vous n'a pas le droit de le faire, c'est du matériel sous copyright, parce que de la même façon qu'on n'a pas le droit de pirater un comics, on n'a pas le droit d'afficher un comics dans une surface commerciale sans l'accord de Marvel, il y a pas de raison qu'on puisse faire ça aussi. A priori, c'est pas encore d'actualité. Les corporations pour l'instant ne se bougent pas trop par rapport à ces sujets-là. À mon avis, pas pour rien, parce que là, on voit bien justement, on en revient à ce débat sempiternel. Là, il y a la Writers Guild of America qui fait sa grève. Disney est évidemment concerné par les négociations entre scénaristes et studios par rapport à l'utilisation d'IA pour créer des scripts. T'as la guilde des acteurs qui apparemment s'attend aussi à rentrer dans l'art, puisque il y a des IA qui commencent à utiliser les visages des acteurs et des actrices contre leur gré, enfin sans leur demander la permission, pour faire notamment des fausses pubs. Alors je sais plus qui c'était, Ryan Reynolds, je crois, qui a été cible d'une fausse pub de Tesla ou un truc peut-être. Je sais que t'avais aussi Bruce Willis, mais là c'était avec son accord pour une publicité russe qui utilisait son visage. Parce qu'il a plus les moyens de jouer, malheureusement. Enfin, documentez-vous sur la vie de Bruce Willis, mais bref. Donc voilà, en fait, les corporations qui tiennent DC et Marvel, elles sont partie prenante d'une mécanique qui veut utiliser l'IA, pas forcément l'IA pour générer des images, mais l'IA pour les effets spéciaux, l'IA pour les scripts, enfin, qui voient tout l'intérêt qu'il y aurait à truquer la masse salariale par des programmes. Et donc, mécaniquement, je pense qu'ils vont pas aller à la chasse au plagiat d'IA, parce que ça reste des futurs partenaires, tu vois. OpenAI, c'est un futur partenaire de Warner Bros ou de Disney pour des contenus X ou Y. Donc dans l'immédiat, évidemment, il n'y a pas vraiment de protection qui est faite pour les artistes eux-mêmes, et c'est là que c'est dangereux, parce que Pepe Larraz, effectivement, le seul verrou qui le protège vraiment, c'est que actuellement, dans la justice américaine, une BD qui est créée par une IA n'est pas considérée comme déposable en tant que création originale. C'est-à-dire que si vous créez une BD avec une IA, aux yeux de l'État américain, c'est une BD qui a été créée avec du contenu qui a été volé. Donc elle n'est pas protégeable par les lois du copyright en vigueur. Donc c'est un peu le seul truc qui leur reste. Mais là, effectivement, on se rend compte, et c'est pas nouveau, hein. Rappelez-vous justement quand c'était la mode des NFT et qu'il y avait des artistes comme Liam Sharp qui s'apercevaient que leur art avait été minté
transformer en NFT sans leur accord. Tu vois, et donc en fait, il y a toujours des crevards qui font ça. C'est un peu le principe des ruées vers l'or. Il y a des mecs qui se disent, ça, un jour, ça va valoir de l'argent, donc autant le faire maintenant. Et en plus, ça leur permet de prouver à eux qu'effectivement, les IA sont capables, plus vite qu'un mec normal qui apprendrait le dessin en copiant le style de Pepe Larraz. Les IA sont capables de, effectivement, déjà remplacer les artistes avec une base de données. Donc c'est assez préoccupant, encore une fois, et comme tu l'as bien dit, les IA cassent les couilles, parce que on imagine bien que si toi et moi, déjà, on se pose la question de l'obsolescence de notre travail dans un monde où il y aurait plus besoin d'humains pour écrire des articles, par exemple, pour un artiste, tu te réveilles un matin, tu reçois un screen où tu vois que ton dessin a été plagié à 100% de réussite par et en plus pareil, un décor, costume, plan en pied, scène d'action, enfin il y a vraiment tout ce que fait Pepe Larraz qui est qui est trucable. J'imagine que ça doit être une bonne descente d'organes pour lui. Donc voilà, ça alimente un débat qu'on a assez régulièrement dans ces podcasts. Moi j'ai pas de bonne solution, sinon ne les utilisez pas, s'il vous plaît. Je vois l'intérêt que ça peut avoir, je vois tout le mensonge qu'on nous sort en mode c'est un outil, c'est pas un truc qui va remplacer l'humanité, c'est faux, c'est pas vrai, ça c'est un argument qu'on utilise pour ralentir le phénomène, mais qui va arriver. Donc voilà, peut-être essayer de vous exprimer sur le sujet sur Internet, que ça va ouvrir un peu des mentalités, j'en sais rien. Arnaud. Inquiétant. Merci de ce commentaire. Ouais, t'as vu ça, c'était une réflexion une réflexion profonde. Mais après, tu vois, moi je suis pas Christophe Barbier, j'ai pas forcément un avis sur tout et sur les trucs dont je suis pas spécialiste, mais moi ce qui m'interroge, enfin, je suis persuadé, moi je reste toujours persuadé que ça va être légiféré, que ça va se casser la gueule très vite, de la même façon que les NFT ça se casse la gueule, que le métavers ça se casse la gueule, que tout en fait qu'il y a une forme de que au final que le tout streaming aussi se casse la gueule, on le voit dans l'industrie en fait. Il y a beaucoup de choses en fait sur lesquelles les gens ces dernières années se sont précipités en pensant qu'il y aurait de l'argent rapide à se faire et de l'argent facile, et où tu vois qu'en fait la réalité les rattrape, parce qu'il y a plein, et parce que le problème aussi avec l'IA, c'est que justement ce qu'on aime aussi parfois chez les artistes, c'est le fait que ce soit imparfait, que l'artiste il puisse changer. En fait, j'avais vu passer une déclaration qui était pas mal sur le fait que de toute façon ces IA génératives en fait ne se basent que sur des choses déjà existantes. Donc à partir du moment où s'il y a des humains qui arrêtent de créer, elles vont s'auto-alimenter, parce qu'elles vont finir que par se baser sur des choses qui seront toujours basées sur les mêmes choses, et donc en fait ça tourne en boucle. C'est pour ça qu'elles sont vouées à l'échec au final. Alors bien sûr qu'entre temps elles pourront avoir remplacé tous les créatifs de l'industrie, mais je pense que justement les créatifs, on le voit avec la grève actuellement, sont clairement pas prêts de se laisser faire, et que la partie du public qui est déjà consciente en fait de ce que ça représente le travail des artistes, à mon avis, se laissera pas faire non plus. On l'a vu quand toutes les boîtes ont voulu faire de jeux vidéo, ont voulu faire des trucs en NFT dans leur monde, je sais pas quoi, des contreparties comme ça. À chaque fois, les joueurs se sont montés au créneau, et les mecs, ils ont fait demi-tour directement après, en fait, parce que ça reste aussi une industrie. Donc si le public n'en veut pas. Mais c'est là que je vous dis, exprimez-vous sur le sujet, ouais, parce c'est pour ça qu'il faut, si les corpos pensent qu'il n'y a pas de mur de bouclier qui va se dresser contre ça, ils essaieront d'imposer la technologie. Et d'ailleurs, t'as pas tort du tout, parce que moi, par exemple, qui suis projectionniste en dehors de mon activité de journaliste, quand Avatar est sorti, et où justement c'est le moment où tout le monde s'est dit, grâce au cinéma 3D, on va se faire beaucoup d'argent, donc modernisons et mettons que des projecteurs 3D dans les salles, des projecteurs numériques dans les salles, parce qu'avant ça c'était de la pellicule, de l'argentique et tout, donc il fallait un humain dans chaque cabine, etc. Des groupes comme UGC par exemple ont viré 100% de la masse salariale des projectionnistes. Ils se sont dit, bah non, c'est bon, on a la machine qui va tout faire à notre place. Et en fait, au bout d'un an, ils en sont revenus, parce qu'ils se sont aperçus que une machine qui bosse toute seule, ça marche pas. Tu vois, il faut quand même ce rapport humain, entre guillemets, pour surveiller, pour être sûr qu'il n'y a pas de conneries et compagnie. Et du coup, moi, je pense pas qu'il y aura effectivement 100% des artistes qui vont être remplacés, 100% des métiers qui vont être remplacés. Mais à mon avis, parce qu'il restera toujours des mecs comme toi et moi, des gens qui vont vouloir le rapport réel, comme la musique, tu vois. Enfin, ok, tu pourras créer un super single avec une IA, mais qui t'ira voir en concert? Tu vois, Hatsune Miku, un truc généré par ordinateur, ça aura un petit intérêt expérimental, mais à terme, t'auras encore envie de voir Ariana Grande ou des meufs comme ça, tu vois, parce qu'il y a un côté humain, on aime bien les suivre, on aime bien voir leur carrière qui évolue, on aime bien l'esthétique qu'ils développent, les gens avec qui ils s'entourent. Mais les imperfections aussi, en fait. Toutes les chansons n'ont pas être parfaites, les BD n'ont pas être parfaites, et surtout, c'est à chaque fois, c'est que l'art et la proposition culturelle, justement, elle vient d'une proposition que toi, en tant que public, en tant qu'audience, tu acceptes ou tu refuses, ou que tu kiffes ou que tu kiffes pas. Le principe de l'IA, c'est de rentrer des lignes de commande en disant, je veux quelque chose, c'est une commande, en fait,
tu commandes en fait un truc sur lequel tu seras jamais surpris, sauf que c'est pas juste c'est pas un restaurant en fait où tu demandes vraiment ce que tu veux manger et t'es content parce qu'on t'a donné à manger, tu vois. Enfin pour moi la culture, les bouquins, les BD, les films, c'est pas du restaurant en fait. Justement tu dois être surpris. Bien sûr que tu vas aller vers le rayon des choses que tu aimes bien. Tu veux dire, tu vas pas aller forcément regarder une comédie romantique si tu sais que tu détestes ça. Tu vas forcément aller voir un film où on te dira c'est du polar. On va pas dire bah c'est le polar avec ton acteur qui va avoir cette réplique à ce moment-là pour tu vois parce que t'as envie de découvrir quelque chose. Sûr. Et c'est pour ça qu'à mon très humble avis, c'est voué à l'échec. C'est comme beaucoup de choses, c'est voué à l'échec. Bah, c'est ce que disait David Simon, le créateur de The Wire, qui fait la grève avec les scénaristes. Il a fait une super vidéo, d'ailleurs, tapez David Simon Strike sur YouTube ou sur Twitter et vous aurez un super résumé de pourquoi il fait la grève des scénaristes. Et quand il évoque le sujet de l'IA, il dit, grosso modo, ne me dites pas qu'on pourra créer The Wire avec une IA. On pourra créer, oui, un network pourra aller voir un chatbot, lui demander de pitcher une série, écrire des dialogues, etc. Mais la vérité, c'est que ce sera de la merde. Parce que ce sera artificiel, ce sera fade. Il y aura pas une réflexion parce qu'un humain qui digère, parce que tout le monde nous dit ouais mais les humains aussi ils digèrent des trucs qu'ils ont déjà avalé et ils recrachent un truc, mais ça c'est l'histoire de l'art en fait, c'est que tu fais un truc qui est en réaction à un truc que t'as déjà vu. Si James Gunn il fait Les Gardiens 3 c'est parce qu'il a vu Star Wars, il fait pas comme Star Wars, il fait son Star Wars, c'est-à-dire qu'il fait un Star Wars avec ses thèmes à lui, ses personnages à lui, ses codes à lui, et il a vu Nous 3 et il a eu Nous 3 effectivement, il a envie de l'inclure Urban Nomad, voilà, allez-y. Yeah. Et il s'est fait têche de Disney, puis il prend sa revanche un petit peu, tu vois. Et comme David Simon, il a été vraiment journaliste à Baltimore, il a vraiment appris au contact des mecs de terrain, des dockers qui étaient un peu corrompus, etc. Il en a fait une fiction, mais ça se base sur sa vie à lui, son expérience à lui. Et ça, une IA ne pourra pas le faire. Elle pourra prendre, évidemment, elle a pas de vie. Pendant 10-15 ans, elles pourront prendre tout ce qui a été fait dans l'espèce humaine et générer, et puis un jour, on se dira, mais attends, on n'a plus rien de neuf. Et ça, c'est un problème. Le jour où l'IA sera virée de chez Disney puis recrutée par DC, là, on commencera à s'inquiéter, mais pour l'instant, tant qu'elles ont, c'est des programmes qui n'ont pas d'histoire de vie, en fait. Bah, une IA ne pourra te faire tous les films sur le deuil que tu veux, elle aura jamais vécu le deuil. Et pour ça, elle saura pas en parler, quoi. Donc, bon, voilà, c'est mon maigre avis sur la question. Du coup, oui, du côté des bonnes nouvelles, Distillery, DSTLRY, la nouvelle maison d'édition un peu chelou, mais dont on attend curieusement qu'elle se monte avec Chip Mosher et David Steinberger, donc les anciens de Comixology. Pourquoi chelou? Bah parce que c'est quand même le projet de dire tous les artistes qui lancent les titres de lancement sont aussi des actionnaires au lancement il y a ce côté collectionneur version numérique bizarre. Ah, ouais. Tu vois, il y a toujours ce pendant là qui me fait lever un sourcil un peu interrogateur parce que j'ai peur que ça aille vers les NFT, ce genre de conneries. Parce que pour moi, les objets numériques, ça se collectionne pas, mais c'est ma conception de la collection. Mais tout ça pour dire que quand même, il y a un pan beaucoup plus classique qui se prépare. C'est l'arrivée sur le marché direct. Ils ont signé avec différents distributeurs aux États-Unis, donc avec Diamond, notamment pour tout ce qui est les albums, les TPB, donc en fait pour livrer surtout aux bookstores. Et pour ce qui est des comic shops, vu que Diamond n'est plus le distributeur avec le monopole depuis la pandémie de 2020, ils ont signé avec Lunar, qui est l'un des distributeurs dont on avait nous plus ou moins appris le nom. Ils existaient déjà avant, mais dont on avait pris vraiment connaissance quand DC avait décidé de passer chez eux, en premier lieu justement quand ils avaient arrêté de bosser avec Diamond. Ils y sont encore d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et surtout, on va quand même avoir droit à un premier comic book chez eux qui s'appelle The Devil's Cut, qui arrivera cet été et qui est une anthologie où chacun des auteurs et des artistes qui sont présents vont montrer un morceau de l'histoire qui arrivera. Donc toujours, c'est un peu le principe de comme le Lashcan de Frank Miller Presents. C'est le principe toujours un petit peu rigolo parce qu'au final, c'est du catalogue de preview, mais qu'on te fait quand même payer. Alors certes, il faut bien vivre et tout ça, je suis d'accord, mais parfois je me dis toujours qu'à une certaine époque, je pense que c'est des choses qui auraient été distribuées gratuitement, bah oui, notamment pour un FCBD par exemple, et pour ensuite donner envie de venir. Après, on verra bien le prix que ça aura. C'est quand même une boîte qui veut faire du single issue en format 48 pages de standard plutôt que la vingtaine de pages qu'on voit en mainstream ou dans la plupart des indés, avec une attention faite sur le produit. Et donc j'ai quand même envie de croire que ça sera plutôt pratique, mais c'est cool de les voir. Enfin, il n'y a pas une grande actualité là-dessus, mais ça veut dire que voilà, c'est pas un éditeur qui veut renverser la donne forcément. Clairement, ils ont des choses à proposer qui seront peut-être différentes du reste, mais ils sont j'ai encore fait une
Il me regarde parce que j'ai fait une expression qui n'existe pas encore, c'est ça? Changer la donne. Changer la donne. Moi, si je veux la renverser, je la renverse. Tu renverses la table ou la chaise, mais ou l'assiette, tu peux renverser. Je le fais même pas exprès en plus. Tu peux renverser en verre si tu veux. C'est juste que je connais pas les expressions. Donc la novlangue, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, non, c'est juste que ça me fait plaisir de les voir vraiment s'investir pour aussi la partie classique du marché des comics. Et donc je sais pas ce que tu en penses, mais ce sera à découvrir d'ici quelques mois. Bah, moi, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est ça sent la boîte de pro, quoi. Tu vois, c'est effectivement les mecs, ils ont déjà signé avec Dargo, c'est ça? Delcourt, pardon. Je confonds les 3D. Chipmusher, c'est Delcourt. Tout à fait, Delcourt. Ils ont effectivement déjà un ressort de créatif qui a l'air intéressant. Ils ont réfléchi leur format sans aller dans l'extravagant ou le fantaisiste. Et donc, ils ont déjà signé un distributeur aux États-Unis, enfin 2 distributeurs aux États-Unis. C'est très cool. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Pour le coup, quand même, Frank Miller présente son Ashcan, c'était des trucs qui ne sont pas dans les numéros 1 de chaque série. Bah là aussi, non, je pense que ça le sera pas. Hein, voilà, bien sûr. Ça peut faire passer la pilule, on va dire, si c'est voilà, juste des petits bonus. Tu sais, c'est comme merde. Skybound X, ouais. Où pareil, c'était des histoires bonus ou des previews qui ne seraient pas dans les numéros. Moi, ça va, ça me fait la tisane. Tant que c'est vraiment pas des previews de numéro 1. Ça peut pas te faire la tisane, c'est des livres en papier, enfin. Voilà, en fait, donc, tu comprends pas les expressions idiomatiques et tu les rates aussi. Ouais. Du coup, c'est ça qui est génial. Je suis très premier degré. Hein, donc voilà, on verra. En tout cas, il y a quand même des artistes assez talentueux dans le tas. Donc, c'est clair. Donc voilà. Ça arrivera, on vous en parlera de toute façon lors de son arrivée. Et surtout, à la différence de Bad ID, on pourra les lire, a priori. Exactement. Oui, ça, c'est, ouais. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Signé en VF, s'il vous plaît. Et ce sera en VF, de toute façon, je savais vu qu'il y a Delcourt. Non, mais signé en VF, Bad ID. Ah oui, clairement, bah ouais, c'est clair. Ça commence à être un peu long. Dinesh, je sais pas ce que t'attends, mais tu saoules. Allez, Corentin. Peut-être qu'il aime pas l'argent. Hein. Jacob, si. Jacob Phillips annonce un préquel de Texas Blood. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? The Enfield Gang Massacre. Exactement. Alors, première chose, c'est un préquel, mais qui n'est pas intégré à la série principale. C'est-à-dire que c'est pas Texas Blood 22, 23. Enfin, c'est pas le nouvel arc de Texas Blood, c'est une pause qui effectivement est construite comme un préquel. Alors, pour rappel, Texas Blood, au départ, c'est une bande dessinée qui regarde beaucoup du côté du genre à part entière, on va dire, qu'est le néo-noir, western, tendance héros un peu vieillissant. C'est-à-dire, si vous voyez No Country for Old Men, c'est vraiment la référence matricielle de Texas Blood. Si vous voyez Longmire aussi, si vous voyez peut-être un petit peu Justified, enfin, ces séries un petit peu voilà qui se passent dans des coins des États-Unis où on a encore le Stetson, où on a encore le flingue à la ceinture, où c'est beaucoup des communautés qui sont très proches les unes des autres, où tout le monde se connaît, a grandi ensemble, un petit côté aussi Savant Bastards quelque part. Voilà, donc c'est l'Amérique des rednecks, c'est l'Amérique des flingues, c'est l'Amérique aussi en l'occurrence frontalière, et vu que le Texas est vraiment associé à l'idée du cowboy, c'est particulièrement un western moderne. Donc dans les premiers arcs, on suivait un vieux shérif, justement, âgé, moustachu, qui ressemblait beaucoup à Sam Elliott, l'acteur, le cowboy des frères Coen. Puis on a un peu bifurqué, c'est-à-dire qu'on a fait sa jeunesse à lui pour raconter différents arcs qui exploraient le comté de Ambrose County, donc qui est un petit peu la petite région du Texas où tout se passe. Comme Prairie Rose dans Scalp, par exemple, c'est assez proche de Scalp. Si vous aimez Scalp, il faut lire Texas Blood. Et là, donc, on va revenir très en arrière avec effectivement Enfield Gang Massacre, qui est donc l'histoire de Ambrose County au 19e siècle. Donc avant l'industrialisation, avant l'électricité, à l'époque où on est encore avec les vrais six-coups, les éperons, les chevaux, les attaques de diligence, les lingots d'or, les mecs qui chic, etc. Lucky Luke, quoi. Oui, le western, effectivement, Arnaud, en général, qui n'est pas que Lucky Luke, mais en partie. Voilà. On est en France ici, monsieur. C'est vrai. Blueberry, dans ce cas-là. C'est plutôt Blueberry que Lucky Luke. Donc c'est l'histoire, encore une fois, ils reprennent leur code essentiel, c'est-à-dire que c'est un gang, donc le Enfield Gang, un gang de truands qui débarque après à Ambrose County et qui va se frotter à l'équivalent local de Joe Bob Oates, donc c'est le shérif du présent, c'est-à-dire un vieux marshal fatigué mais toujours agile de son pistolet et qui va leur expliquer un petit peu la vie. Voilà. Donc c'est un 6 numéros, il y a vraiment un parallèle à faire. Enfin, je sais que quand on avait interviewé Jacob Phillips, il nous avait dit donc que lui il comptait faire un western, que c'était un genre qui l'intéressait beaucoup, que c'était un fan de ça, etc. C'est toujours compliqué quand tu parles à ce mec-là de pas lui parler de ses parents, enfin de son père et de son tonton, Brubaker et Sean Phillips, parce que voilà, enfin je veux dire, il y a Pulp, tu vois, dans la famille criminelle, on va dire, on pourrait dire que Pulp c'est un peu l'équivalent de ce projet-là.
avec ce côté, voilà, on va revenir un petit peu à l'Amérique originelle, celle qui a créé ces grands mythes, celle qui a créé ces grands héros qui ont ensuite inspiré dans l'histoire vraie. Parce que, genre, au départ, le western, c'est de là connaissent les Pinkerton, donc les services secrets américains, le FBI et donc le genre de l'espionnage. C'est là qu'on sont apparus les histoires de truands contre shérif et marshal, qui ont après donné les histoires de gangsters. Donc en fait, voilà, c'est pour les mecs qui écrivent du polar, qui écrivent du néo-noir, qui écrivent de l'espionnage, qui sont obsédés par ces codes-là. Évidemment, le western, c'est toujours un petit peu la Bible, enfin l'Ancien Testament de leur fiction préférée. Donc c'était évident qu'il allait finir par y arriver. En plus, voilà, encore une fois, Texas Blood, c'est vraiment une série de cow-boys et d'indiens, enfin de cow-boys et de braqueurs, mais dans le présent. Et c'est une super nouvelle parce que même si la série n'a pas marché en France et est toujours bloquée au stade du premier tome, c'est vraiment très très bien. Il faut le lire, lisez-le. Peut-être que ça incitera Delcourt à prendre la suite, mais c'est vraiment une super série. C'est pour moi même un peu supérieur à New Bern, parce que voilà, c'est plus complet, c'est plus dense. C'est vraiment l'adaptation, enfin une reprise du concept de la série Fargo de Noah Hawley, que Arnaud n'a pas regardé et qu'il faut parce que ça va te plaire. Ou généralement d'ailleurs du cinéma des Coen, enfin c'est pas pour rien si effectivement le héros ressemble à Sam Elliott. Il y a vraiment des hommages très appuyés. L'arc qui se passe dans les années 90 avec le tueur en série à façon Scream, c'est autant un hommage à Scream qu'un hommage au film Fargo, avec le côté le comté des États-Unis qui est pris sous la neige et on voit ce que ça change pour ces mecs qui sont habitués à un autre mode de vie, tu vois. Donc voilà, lisez ça. C'est Chris Condon au scénario toujours. Et c'est une petite pause qu'ils se font avant de reprendre Texas Blood plus tard. Donc 6 numéros, mini-série, superbe couverture, on a très hâte. Yes. Et pour rappel, donc Jacob Phillips qui est passé par First Print je l'ai dit en ce début d'année, mais c'est pour ça que je dis pour rappel. On continue du côté de la VO. Pas écouté, c'est tout. Ça, Corentin, oui. On continue du côté de la VO avec Straczynski qui rempile chez AWA Awa avec The Madness. Oui, projet qui sort un peu du chapeau. Difficile de savoir exactement à quoi il pense avec ça, mais c'est l'histoire d'une jeune femme dans l'univers de Résistance, je crois. Même pas, non. Même pas. Ah bon, non, super. Non, pas forcément. Qui a des super pouvoirs et qui va après un tragique accident personnel va se retourner contre les super-héros de ce monde et décider de les égouiller les uns après les autres. Donc voilà, c'est Hitman, c'est The Boys, c'est Punisher quelque part, enfin c'est même Deadpool Kills the Marvel Universe. Enfin, il y a eu les deux de toute façon, il y a eu Punisher Kills the Marvel Universe aussi. Voilà, donc c'est vraiment une histoire simplement de surhomme contre surhomme avec un côté un peu Kill Bill, un côté un peu vengeur, etc. Le dessinateur Ako, voilà, comme d'hab, j'ai envie de dire. Ako qui pareil reste chez Aiwa après avoir fait American Ronin avec Peter Milligan. Bon dessinateur qui a fait aussi la série Midnighter avec Steve Orlando et Nick Fury aussi qui était incroyable. Nick Fury qui était génial, artiste qui s'inspire beaucoup du style de Steranko pour ses découpages et pour son utilisation des effets. Moi je suis toujours intéressé par ce que fait Straczynski. J'admets que j'aurais préféré une suite à The Resistance, tu vois, limite genre chapitre 3, qu'est-ce qui se passe ensuite par rapport à notre présent contemporain et quelles idées il peut prendre, parce que c'est comme ça qu'il écrit, il regarde un petit peu la société et il cherche des idées de comment répondre par la fiction à des vraies problématiques du présent. Là, ça a l'air d'être un peu moins le cas, c'est plus une histoire de genre, à première vue, hein. Mais ça reste Straczynski, donc ça reste un événement, et effectivement, c'est intéressant de voir cette relation suivie qu'il a avec Aiwa, parce que il fait plus que ça depuis 4 ans maintenant. Donc ouais, cool. Après il relance Babylon 5 aussi en comics. Non, en série télé. La série télé elle revient, ça revient en série télé, et je suis persuadé qu'avec sa présence dans le conseil créatif là de Aiwa, il y a aussi des billes pour que l'un de ses projets finisse par être adapté en série. Oui, c'est sûr. Au Télépaf, c'est facile à faire en série télé par exemple. Télépass, qui vient de sortir chez Delcourt d'ailleurs en VF. Mais on reste du côté de la VO pour l'instant avec Marvel qui effectivement a fait pas mal d'annonces ces derniers temps. 2 à retenir peut-être. La plus importante, c'est Zdarsky qui quitte pour de bon cette fois Daredevil avec un relaunch qui sera scénarisé par Saladin Ahmed et dessiné par Aaron Kuder. Est-ce que c'est une équipe créative qui te branche? Saladin, il avait fait Black Bolt, il avait été remarqué d'ailleurs pour un très bon titre, Black Bolt en 2018 je crois, qui avait été récompensé aux Eisner Awards. Mais depuis, Saladin Ahmed c'est Miles Morales, ça a été Miss Marvel à un moment donné ça aussi. C'est Magnificent Miss Marvel qui commençait bien, qui après est devenu assez quelconque, et Miles Morales ça n'a pas super bien commencé, puis c'est devenu catastrophique. C'était Abbott aussi, Abbott chez Boom Studios, ouais. Polar. Et sa suite
En fait, si tu veux, quand moi j'ai commencé le Daredevil de Zdarsky, j'étais pas saucé parce que j'avais l'impression de voir vraiment un petit manuel écrit comme Bendis Brubaker. Et finalement, il a trouvé finalement, il a trouvé des idées à lui, il a trouvé des façons de faire qui étaient un peu originales. Il a digéré aussi les années Netflix du personnage. Il a trouvé un souffle dans la relation entre, parce que Zdarsky est très bon pour écrire des couples. Il a trouvé un souffle dans la relation entre Matt et Elektra, par exemple. Donc, je vais pas m'avancer et dire que ça va être mauvais, si tu veux. Par contre, c'est vrai que Saladin Ahmed récemment, effectivement, il y a Flèche Noire, enfin, il y a Black Bolt, qui est un très bon projet, mais qui est un projet plus court. Pour commencer, là, c'est un run, hein, dont on parle d'un run sur le long terme. À chaque scénariste qui passe sur Daredevil, on a aussi un peu l'impression qu'on a fait le tour du sujet. C'est un peu le problème, c'est que chaque fois qu'on a un grand scénariste sur Daredevil, on se dit, bah, du coup, voilà, qu'est-ce que tu veux raconter après? C'était le problème avec Bendis Brubaker et Deagle, Deagle n'a pas fait grand-chose de nouveau sur Daredevil. Mark Waid qui a essayé de faire un truc nouveau, mais qui du coup, bah, n'a pas donné aux fans ce qu'ils voulaient habituellement. Charles Soule qui a fait encore une fois un remake de trucs qui avaient déjà été faits. Et Zdarsky qui a fait un remake plus, dans le sens où il a été beaucoup plus loin. Mais où, là, encore une fois, quand il quitte Daredevil, là, si vous êtes à jour, vous voyez que c'est pas exactement, c'est pas facile de revenir à une sorte de quotidien, feuilletonnant, à la con, tu vois. Donc, faut voir. Moi, j'admets que Ahmed, c'est pas un mec, enfin, j'avais beaucoup d'espoir sur lui à une époque, mais c'est pas un mec sur qui j'ai envie de m'appuyer en ce moment. Aaron Coder, c'est pareil, désolé, c'est pas Keketo. Enfin, c'est un mec qui a du talent parfois. Je le trouve quand même beaucoup plus brouillon, enfin beaucoup plus simple dans ses structures. Et moi, j'aime bien ce qu'il avait fait sur les Gardiens de la Galaxie avec Jerry Duggan, c'était chouette, je trouve. Mais, parce qu'il a ce style un peu avec un trait assez. Ouais. Vraiment, je veux pas dire, il a pas, j'allais dire Frank Whiteley, mais je pense plutôt à. Zut. John Davison. Non. Bah, je vais pas t'aider alors. Celui qui a fait Britannia avec Peter Milligan justement chez Valiant. Oh là. Juan Roserip. Oh oui, mais c'est un coussin. Ouais, mais voilà, les enfants cachés. Là. Bien sûr. Mais tu vois, ce style un peu très, très détaillé. Mais ça dépend des projets quand même. Enfin, il a pas toujours ce coup de crayon là. Alors, j'ai pas vu très récemment, mais. Harold Kuder, il était sur, franchement, sur le Ghost Rider de Ed Brisson, ça va, hein, c'est plutôt joli. Hein. Mm. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, là, c'est vraiment le récent, là? Ouais. Pardon, Oh, le monsieur. Ouais, non. Oh là là. Pas ouf. Il va me vexer. Mais non, par contre, ce qui est sûr, c'est que Daredevil, comme Batman, en général, c'est un test de personnalité pour les équipes créatives. C'est vraiment, en fait, ça peut transcender. Une équipe qui arrive dessus peut se révéler d'un seul coup et on se dit, ouais, franchement, je pensais pas que ce serait aussi bien, comme Zdarsky. Ou alors, à l'inverse, ça peut être très monocorde. Et souvent, Daredevil, c'est un run, comme ça. Ou même deux runs, puisqu'en fait, c'était Bendis Brubaker et ensuite Mark Waid et Charles Soule, tu vois, donc 2 en haut, 2 en bas. Enfin, respect à si vous avez aimé le run de Charles Soule, hein. Il y a pas de honte, c'était pas un mauvais run, c'était juste très emprunté, pas foufou, plat, inintéressant. Bref, c'était pas le meilleur. Mais Ron Garnet était très fort. Le méga troll, celui-là. Non, mais franchement, cite-moi une idée du run de Charles Soule. J'ai pas lu celui-là. C'est le sidekick nul de Daredevil, là, pitié, au secours. Mais donc, bref, peut-être qu'on aura encore une fois la logique 2-2 et qu'après Zdarsky, on aura un très bon run ensuite, tu vois. Moi, je demande à voir. J'ai pas envie de, parce que c'est mon perso préféré chez Marvel, etc. Mais, je me demande même si comment c'est timé, parce que tu vois, là, ils le sortent, dans l'espèce d'appel d'air, enfin, ils le sortent avant le retour d'Daredevil en série télé avec Born Again. On n'a pas de date d'ailleurs. Pourquoi? Tu vois, ce serait plus logique de faire une mini comme ils avaient fait à l'époque de Man Without Fear pour ensuite le relancer avec une équipe créative plus glorieuse. Je pense simplement que la série s'est bien vendue sous Zdarsky, qu'il y a un nouveau numéro 1, que ce sera la rentrée après la pause un peu. Enfin, la pause, faut le dire vite quand même. Alors, vite. La pause va. Voilà. Pas mal. T'as vu ça, hein? Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est nouveau numéro 1, nouvelle relance, nouvelle équipe créative. Ils auraient pu attendre un petit peu. Quand même, ouais, non, parce qu'ils ont peut-être un plan de faire un event autour de Daredevil de nouveau, justement, quand la série sortira, ou justement qu'ils veulent qu'il y ait de nouveaux TPB, avec la direction de Saladin Ahmed, qui sera pensé peut-être en coordination avec le produit de Disney+. On sait pas trop. Après, tu sais, c'est comme Batman. Je veux dire, tu continues de sortir du Batman, même si Batman n'a pas d'actualité sur les écrans. Daredevil, c'est quand même un personnage sur lequel tu publies régulièrement des choses parce qu'il reste très populaire, que c'est un bon vendeur aussi, juste du côté des comics. Mais la diff avec Batman, c'est que ça a jamais été un phénomène d'édition. T'as pas 4 séries Daredevil tous les mois en parallèle. Je crois que le max qu'il y a eu, ça devait être 3. Hein.
Et encore, ça devait être à l'époque où il y avait DD, End of Days et la série numérique pas terrible. Mais oui, enfin... Bref, pour résumer, j'ai envie d'y croire parce que j'aime bien Daredevil et que je pense que c'est compliqué de se rater sur Daredevil si tu sais un peu maîtriser le polar. Et Halloween qui fait du Immortal Thor après avoir fait du Immortal Hulk. Donc Halloween qui reprend la série Thor après avoir repris la série Venom de Donny Cates. Il reprend aussi la série Thor qui était faite par Donny Cates avant. Donny Cates qui s'est barré en cours de route. Torunn Grønbekk qui fait un arc de fill-in au final pour essayer de conclure les petits prémices qu'avait lancé Cates au début avec le retour de Thanos et sa pierre noire de l'infini, la 7e pierre de l'infini. Mais donc c'est pas pour longtemps que Torunn reste là-dessus, puisque à la rentrée aussi Halloween, donc avec Martin Coccolo qui est un bon artiste, qui fait partie de ces Stormbreakers comme on dit chez nous, mais qui avait fait l'arc Banner of War, qui était quand même très con mais très très joli. C'était du gros blockbuster bien, enfin moi je trouve bien branlé dans le côté oui, c'est agressif. Ouais, c'est ça, très agressif. C'était quand même plein de trucs débiles, mais en tout cas, c'était joli. C'est ironique d'ailleurs, quelque part. Mais par contre, c'est pas une direction horrifique comme Immortal Hulk, hein, même s'il y a l'adjectif qui est là, on s'intéresse plus au fait qu'effectivement, c'est un dieu et donc, en tant que dieu, il a pas la même appréciation du temps et de la mortalité que nous autres. Oui, mais il y a aussi l'idée de sacrifice. Enfin, ils insistent dessus dans les sollicitations, ils disent on va te montrer ce que Thor doit sacrifier à chaque fois pour protéger la Terre. Peut-être que ce sera un peu plus destroy, mais effectivement, tu peux pas jouer sur la déformation physique ou le côté carnassier de Thor parce que ça reste effectivement un personnage plus noble. Maintenant, Halloween, c'est un peu l'un des grands qui leur reste. Chez Marvel, ils pouvaient pas demander à Aaron, hein, ça aurait été un peu dommage. Et puis Aaron, moi je pense que sincèrement qu'il faut qu'il arrête le mainstream. Je suis assez d'accord, ouais. Donc oui, non, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, il y a le trademark Immortal et Halloween qui fait qu'en général, on est rassuré. Surtout que Immortal Hulk, c'était vraiment un très grand run, couronné de succès, qui avait été nommé aux Eisner et tout ça. Donc, et qui a duré longtemps, en plus, parce que là, effectivement, on croyait que Cates allait durer quelques années il a duré quelques années sur Thor, techniquement, mais que deux, il a un peu explosé en plein vol, quoi, et là, ça veut dire qu'il est pas juste là pour récupérer les restes, mais pour lancer une vraie nouvelle saga. Avec Coccolo, qui est effectivement un dessinateur, je dirais pas extraordinaire, pour lui, il est talentueux. J'aurais préféré, pareil, qu'on mette un peu plus de brillant là-dessus, parce que même s'il y a écrit Stormbreakers à côté de son nom, on rappelle que ça veut rien dire, hein, que c'est eux qui décident qui sont Stormbreakers ou pas, donc en fait, c'est eux qui veulent juste mettre du côté, regardez, on met bien Stormbreaker, mais c'est pas choisi qui c'est Stormbreaker, tu vois. Bien sûr, ils choisissent ce qu'ils veulent, mais ils mettent quand même des artistes généralement bons, tu vois. Par exemple, moi, ils m'ont pas mis dans la promotion Stormbreaker cette année, tu vois. Mais pas encore, non. Mais crois en tes rêves. Donc ouais, non, mais en fait, moi, voilà, c'est ce que je voudrais retenir de tout ça, c'est quand même la surprise du départ de Donny Cates, effectivement, mais des deux séries en plus, enfin Thor et Hulk. Je comprends pas. Ça m'étonne vraiment prodigieusement. Voilà, ça me va très bien que Wing reprenne Thor parce qu'en plus on sait qu'il est bon dans l'espace, on sait qu'il est bon avec les personnages de Dieu. Y a pas de souci là-dessus. Même si le Venom qu'il a refait avec Ramvé, je trouve pas ouf, mauvais. Enfin, vraiment, pour moi, il y a un problème dans la compréhension justement de l'héritage de Donny Cates. Donc, la limite, j'aimerais bien qu'il casse ce qui a été fait jusqu'ici. Parce que qui casse une blague, Arnaud? Non, même pas. Okay. Parce que franchement, le Venom, tu vois, il aurait été plus intéressant de revenir directement à la base plutôt que de dire ouais, en fait, Null, c'était que un parmi tant d'autres et tout, que ça a pas de sens. Enfin, c'est pas logique de faire ça. Donc, et puis c'est pas beau en plus. Je l'ai passé le parti avec Wing. C'est comment il s'appelle? Brian Hitch. Ouais, Brian Hitch. C'est pas beau. C'est Brian Hitch qui fait du Kirby, c'est pas possible. Ça faut arrêter. Mais donc voilà, ça n'a rien à voir avec le sujet de l'actualité, mais vivement et en toute confiance à Halloween, lisez We Only Find Them When They're Dead. Ouais, parce que c'est super cool. Le 3e tome arrive cet été chez iComics. C'est grande histoire, belle saga. Pas forcément conclu d'ailleurs en plus. Vous verrez quand vous lirez le tome cet été. C'est plutôt méga cool. Et dernière actualité comics pour cette partie, c'est le grand raté de Marvel en termes de communication autour d'un événement important. Alors, on essaye de jouer le jeu des spoilers autant que possible. D'ailleurs, on avait fait un numéro de The Pulse sur cette question de comment on traite les spoilers sur Comics Blog et maintenant sur First Print. Donc, il y a un timecode pour la partie de télé. Allez-y si vous ne voulez pas vous faire spoiler ce dont on va parler à présent. Je fais un petit espace pour vous laisser le temps de
regardez votre timer sur Spotify ou toute plateforme d'écoute. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous appréciez ces podcasts et notre travail, vous pouvez les soutenir partageant les émissions sur vos réseaux sociaux, mais surtout sur notre page Tipeee ouverte H24 sur laquelle voilà, vous pouvez contribuer avec quelques petits euros sonnants et trébuchants pour nous permettre de voir l'avenir sur le long terme. Je vais contribuer tout de suite. Eh bien, merci Corentin. Mais de rien. Merci à vous, First Print, pour ces super émissions. Et donc maintenant on a McDo, je sais pas. On a passé la partie spoiler. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Si je peux juste dire un truc, on met une partie spoiler parce qu'on est sympa et qu'on a pas envie de se faire engueuler, mais dans la vraie vie, quand l'éditeur lui-même spoil le contenu de son arc, c'est totalement légitime d'en parler. Oui, c'est, je veux dire, si Kevin Feige prend un micro demain et dit alors il y aura Galactus dans le prochain film Avengers, c'est pas un spoiler de le dire en fait. Ça veut juste dire que ils l'ont annoncé. Voilà, donc là c'est une annonce officielle, c'est pas un spoiler, disons que la façon des façons dont Marvel annonce ces conneries. Dans la façon dont ça a été annoncé, en fait, tu comprends qu'ils ont été on leur a un peu forcé la main. Parce que grosso modo, ce qui se passe, c'est que à la fin du mois de mai, il y a Amazing Spider-Man 26 qui sort. Ça faisait depuis quelques semaines, en fait, depuis qu'il avait été sollicité, que Marvel avait vraiment mis les bouchées doubles en termes de communication là-dessus, en disant ça va être un numéro le plus choquant dans l'histoire du Amazing Spider-Man depuis. Attends, je reprends une ligne de coke avec Nicklo. Depuis la mort de Gwen Stacy, t'entends? Recommencer. Ouais. C'est ça. Pardon. Il y a quelqu'un qui nous a reproché qu'on était condescendant avec Nicklo d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Non. Si. Quoi? Nous? Quelle condescendance vis-à-vis du travail de Non, le Nicklo. mec est juste en train de péter les couilles à tous les fans de Spider-Man depuis des années maintenant, mais c'est nous les méchants. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai donc bref voilà, ils en faisaient des tas. La couverture de John Romita Jr., c'était Spider-Man devant 12 écrans de télé avec le visage d'un héros ou d'une héroïne avec un texte qui disait il y en a un qui va mourir. On est vraiment dans In This Issues, One of Them Dies Tonight, vraiment les trucs. The Night Gwen Stacy died, encore une fois. C'est vraiment dans ce type de marketing là. Et donc, bien entendu, ça devait être très important. Ils avaient aussi annoncé en juillet un numéro one shot qui s'appelait Fallen Friend, dont le contenu et la couverture étaient restés secrets et où il nous était dit que tout sera révélé le 31 mai. Or, le 31 mai, c'est aussi le jour de sortie de Amazing Spider-Man 26, sous-entendu donc la mort en question qui arrive dans ce numéro-là, aura ensuite droit à un numéro de one-shot pour être un peu plus explicité. Et ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines avant, un peu plus de 2 semaines avant, en fait, quelqu'un a mis les mains sur le numéro en question et sur 4chan, et en tout cas, enfin pas sur 4chan ou sur Reddit, je crois, a commencé à leaker les pages du personnage qui est mis en question. Et donc ça très rapidement ça fait le tour des internets spécialisés, ça arrive sur Bleeding Cool qui eux bien entendu ne mettent pas dans le titre mais et font plein de balises spoilers dans leurs articles. Enfin moi je le vois passer mais je le traite pas parce que en fait les articles qui spoilent les contenus des comics je les fais jamais parce que c'est pas très intéressant je trouve. C'est gâcher la lecture des gens de façon souvent en plus avec des scans de très mauvaise qualité donc c'était pas très intéressant. Et Marvel, Dan Slott, les comptes de Spider-Man et tout ça, qui disent attention, il y a des spoilers de Amazing Spider-Man 26 sur le net, consultez-les à vos risques et périls. Et le truc, c'est que ça arrive donc, disons, un mardi à 21h. C'est donc ça l'effet stressant. À 23h. Ça amplifie. Alors c'est pas forcément sympa, mais le compte de Nicklo est submergé de commentaires et de quotes en disant t'es vraiment qu'une merde Nicklo. En gros c'est vraiment assez ouf. En fait je pense qu'il y a des années de frustration et de Amazing Spider-Man pourrave qui arrivent parce que ça se résumait à Amazing hein. Oui c'est sûr, mais et en fait Entertainment Weekly publie un article 1 heure après pour dire dès le titre Miss Marvel, Kamala Khan va mourir dans Amazing Spider-Man 26 et vous la retrouverez d'ailleurs dans le one-shot Fallen Friend, The Death of Miss Marvel au mois de juillet. Et 1 heure encore après, Marvel balance la couverture de Fallen Friend en disant Kamala meurt et vous pouvez lire Amazing Spider-Man 26 à la fin du mois pour en savoir plus. C'est un raté total. Oui. C'est un raté total d'un éditeur qui a pas su maîtriser les leaks en question puisque clairement, vu que tout devait être révélé le 31 mai, et parce qu'on a déjà vu ce genre de choses se faire, ce qui était clairement prévu entre Marvel et Entertainment Weekly, c'était que le jour de parution d'Amazing Spider-Man 26, l'article sorte, puisque forcément tout le monde saurait à ce moment-là que Miss Marvel était morte, que ça allait faire le tour des médias spécialisés, et qu'ils allaient en profiter pour annoncer le one-shot qui arriverait au mois de juillet, sachant que
En outre, il y a aussi une mini-série Classified en 4 numéros qui a été sollicitée pour le mois d'août et que les détails de celle-là doivent être dévoilés au mois de juillet. Donc, quand sort le one-shot Fallen Fred. Donc, c'est pas très difficile de savoir qu'en réalité, de morts de Miss Marvel, il n'y en a pas, puisque en plus, elle va être de nouveau à l'affiche avec le film The Marvels. Le scénariste de Amazing Spider-Man, c'est Zeb Wells, qui est aussi co-scénariste sur The Marvels. Donc, clairement, il y a aussi des accointances là-dessus. Et enfin, voilà. Si tu mets toutes les pièces du puzzle les unes par une, tu vois très bien qu'en fait, ils vont juste la faire mourir et là, très certainement la faire renaître. Pourquoi? Et ben, parce que la technologie de Krakoa, elle permet de faire renaître les individus. Wow. La différence entre Kamala Khan dans les comics et les films actuellement, c'est juste que dans l'un, c'est une Inhuman, dans l'autre, c'est une mutante. Donc là, il y a clairement un petit tour de force à faire pour la faire retconner en tant que mutante. Il leur faut du gros matos pour l'Hellfire Gala, ça tombe très bien. Voilà, exactement. Voilà. Donc au final, oui, mais c'est ça, ils vont la faire renaître pour l'Hellfire Gala en plus. En fait, il y a des tonnes de choses à dire et à ne pas dire parce qu'on n'a pas 4 heures non plus. Premièrement, donc effectivement, la gestion éditoriale de Nick Lowe. Pourquoi on est condescendant? C'est une façon étonnante de le dire. On est journaliste aussi, on doit commenter un petit peu l'éditorial des maisons de super-héros, c'est un peu notre travail. Ça m'énerve, tu vois. Ça y est, mais c'est parce qu'on fait des vannes. Nick Lowe, c'est parce que tu fais des vannes sur le fait que le travail que Nick Lowe est bête, quoi. Nick Lowe, depuis 10 ans, c'est l'accélérationnisme odieux qu'on connaît sur Spider-Man. C'est les relances perpétuelles, c'est les doubles numérotations, c'est les numéros point près, point machin, point HU, point BEY, les Beyond, point nique ta mère. C'est on va tuer Peter Parker, mais en fait non, on le tue pas, c'est juste pour pouvoir le relancer ensuite. Après, on va faire des numéros avec des séries avec 3 numéros par mois. C'est le Gwenverse. C'est Miles Morales qui devient Captain America, puis Thor, puis machin, etc. C'est encore une fois Gwen Stacy, le procès, on va le refaire. C'est on ramène John Romita Jr. parce qu'on n'a aucune idée. Enfin, c'est vraiment en fait l'accélérationnisme de toutes les mauvaises idées mises dans un seul homme en fait. C'est le mec qui dit quand il recrute les Abrams pour faire une histoire très automatique de Spider-Man par les Abrams et Sarah Pikeli que le personnage qu'ils ont créé de Cadaverous c'est le plus grand super vilain qui ait jamais existé dans l'univers Spider-Man. Ouais, c'est un marchand de tapis. Et après c'est un communicant aussi, donc clairement quand il doit communiquer, il communique. Et puis le Spider-Man de Abrams c'était pas trop dégueulasse, mais après oui, Cadaverous c'était non, mais tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'en fait il a pas de qualité en dehors de son côté. Enfin, t'as l'impression de parler à un robot. Tu vois, t'as l'impression vraiment que c'est un robot dont le but est de vendre du papier Spider-Man en l'occurrence, parce que c'est son pôle à lui. Et comme c'est le plus gros pôle chez Marvel, bah c'est un peu le bras droit de Chester. Et t'as toujours ce côté A2, Minus et Cortex de qu'est-ce qu'on va trouver pour que Marvel reste premier des ventes ce mois-ci. Eh ben, on va mitrailler de la variante. Eh ben, on va mitrailler des séries. On va mitrailler des événements artificiels constamment. Amazing Fantasy 1000. Je veux dire, rappelle-toi de ça, quand même. C'est, ouais, j'avoue. Tu vois, et on pourrait faire vraiment une très longue liste. Et moi, je caresse l'idée de créer un papier là-dessus un jour parce qu'il y a vraiment plein de trucs que les gens oublient. C'est parce que les gens, là, au Marcourt, ils se disent, ouais, mais attends, c'est juste un mec qui fait son boulot. Oh, mais il le fait mal. Il fait bien son boulot pour rapporter de l'argent. Par contre, moi, je vois des tonnes de lecteurs de Spider-Man qui me disent, j'ai abandonné la série. Depuis Nick Spencer, j'y arrive plus. C'est très difficile. Et là, actuellement, le run, justement, c'est Zeb Wells, c'est ça? Zeb Wells et John Romita Jr., il est particulièrement douloureux, pénible. Je vois beaucoup de gens qui s'en plaignent, très peu de gens qui le portent au nu, on va dire. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose à dire, c'est que c'est assez particulier de, effectivement, tuer Miss Marvel dans la série Spider-Man pour créer du momentum, parce que c'est là-dessus où ça se base. Comme tu le dis, ça devait être annoncé. C'est-à-dire qu'on considère encore aujourd'hui dans les comics, 30 ans après la mort de Superman, que annoncer une mort, les gens vont réagir positivement, les gens vont se dire waouh, trop bien, il faut absolument que j'aille acheter ce numéro. Alors que la vérité, c'est que déjà on sait tous, une fois qu'on a un peu de bouteille, que la mort n'existe pas en comics. C'est déjà un problème qu'elle n'existe plus. C'est déjà un problème en soi. Il faudrait qu'on ait ce débat un jour pour pourquoi on a tué la mort. Parce qu'on l'a transformé en happening commercial. En vrai, personne n'allait jamais tuer Superman. Le projet, ça a déjà toujours été de le relancer à la fin des 12 mois. Mais l'idée, c'était encore une fois de vendre du papier. Et le problème, c'est que les univers de super-héros, si tu leur enlèves la possibilité de voir des personnages mourir, tu leur enlèves leur rapport au réel. C'est-à-dire que depuis que nous, on a commencé à lire, on a déjà vécu la mort de plein de personnages qui sont revenus. Tu te rappelles de Damian? Ouais. Damian, c'était notre première, je crois, en direct. Ouais, non, c'est clair. Damian Wayne, c'était dans Requiem, mais ça a même pas duré un an, quoi. Enfin, dans l'occurrence, Damian Wayne, si tu veux, moi, je trouvais ça cool à l'époque, parce qu'on s'arrivait encore à m'avoir. Et en plus, c'était un personnage qui était jeune, et puis c'était pour que Thomasy se réapproprie un petit peu le truc. Chaud, et puis sa mort était vénère, quoi. Et puis, il y avait des belles scènes qui sont sorties de ça, tu vois. Puis c'est quand même différent. Il meurt pas dans Batman et Robin, mais le numéro Requiem de Batman et Robin, c'est un père qui enlace son fils et qui pleure et tout.
c'est pas Kamala qui meurt au pied de Spider-Man en mode salut frérot, tu vois. Enfin, et pour la ramener dans les X-Men, donc pour justifier en fait une resynchronisation par rapport à l'univers ciné. Ce qui déjà en après, soi, ça se trouve, nos hypothèses ne sont pas les bonnes. Peut-être. Attends, là, on se base sur ce que tu as résumé et ce qui paraît le plus probable. Ça se trouve, elle va pas mourir. Ça se trouve. Non, bah, si, elle sera meurt. pas une X-Men. C'est sûr qu'elle meurt. Moi, que je suis quand même prêt à prendre les paris qui vont la ressusciter en format X-Men. Non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est sûr qu'elle meurt dans Amazing Spider-Man 26 parce qu'on a vu les planches et que Entertainment Weekly a aussi partagé la planche en question. C'est-à-dire qu'ils font ils font une preview du numéro avec les 3 premières planches, puis après ils disent, en fait, d'ailleurs, c'est celle-là, celle où elle meurt, c'est ça. Ouais, avec les FF derrière. Mais ce qui est trop marrant, c'est qu'en plus, dans leur titre, ils disent, Miss Marvel meurt, je sais pas quoi, dans Amazing Spider-Man 26, et après, le chapeau, c'est, attention, cet article contient des spoilers sur Amazing Spider-Man 26. Mais les gars, faut choisir. Bah oui. Soit vous prévenez, et vous le faites vraiment, soit vous prévenez pas et vous le faites pas, tu vois. Non, c'est clair. Mais, tu vois, voilà, moi, si effectivement l'idée, c'est de la transformer en mutante, parce qu'il doit y avoir une sorte de cohérence fondamentale entre les univers cinéma et séries et les univers comics. En tant que fan de comics, j'arrive pas à me dire que c'est pas un peu vexant, pas vexant, mais dénigrant, tu vois, pour justement le fait que les bandes dessinées, au départ, c'est le matériau source. Les films ne sont pas faits pour les bandes dessinées. Les bandes dessinées sont faites après adaptées en film. Sinon, si on va par là, dans ce cas-là, Namor, on n'a qu'à dire effectivement que, comme dans le film, maintenant, c'est un latino-américain, que Atlantis est encore là, que voilà, ou que Hawkeye, en fait, maintenant c'est un daron. Allez, paf, on fait le Hawkeye de Jeremy Renner dans les comics, mais jamais de la vie. Je ne veux pas de ça, moi, personnellement. Alors, statifier sur le côté, à l'époque, les Inhumains étaient plus forts parce que Marvel n'avait pas la licence Fox. Effectivement, oui, ça fait un peu crisis de se dire, bon, on va corriger une erreur éditoriale en faisant ça. Mais il y avait 1000 façons de le faire autrement. Une retcon, un speech du maître de l'évolution, enfin, un voyage dans le temps, un déplacement de réalité, une fusion de réalité. Il y avait 1000 façons de le faire sans, encore une fois, nous vendre la mort d'un personnage. Et on l'a bien vu sur les réseaux, les gens, en fait, qui ne sont pas des férus de comics et qui croient encore que la mort a une importance réelle dans les pauvres, tu vois, ils sont naïfs. Du coup, ils ont très mal réagi. Parce que pour eux, Miss Marvel, c'est un symbole. Miss Marvel, c'est le premier super-héros, la première super-héroïne musulmane de la Maison des Idées. Actuellement, les États-Unis sont dans un étau idéologique assez carnassier envers les musulmans, pas que, envers beaucoup de minorités. C'était peut-être le moment de faire ça ou pas comme ça. Surtout que Miss Marvel commence un peu à être une vedette. Effectivement, là, c'est l'année où il y a The Marvels qui sort après l'année où il y a eu Miss Marvel. Donc la temporalité, c'était peut-être pas le moment de la tuer déjà, tu vois. Surtout pas dans sa série à elle. Mais après, le truc pas dans sa série à elle, je trouve que c'est un peu futile parce que les gens qui demandaient, oui, mais qu'est-ce qu'elle foutait dans les pages de Spider-Man, les gars, c'est les comics Marvel, c'est un univers partagé. Donc, bien entendu, que des héros sont présents dans les séries des autres, c'est la base même de l'univers partagé. Donc, tu peux pas reprocher à Miss Marvel d'être dans ce comics, surtout qu'elle y est depuis plusieurs temps dans ce run, puisqu'elle est en fait dans l'univers là, elle fait un stage chez Oscorp et Peter Parker a été recruté par Oscorp puisque Norman essaye un peu de se reformer en tant que personne, en tant que citoyen sympa. Mais donc voilà, donc c'est pas déconnant qu'elle soit présente dans Spider-Man. Oui, mais il y a un côté un peu chair à canon pour vendre du Spider-Man là, tu vois. Mais ça j'entends parfaitement, c'est pas incompatible. Je veux dire, c'est pas incompatible que c'est à la fois c'est pas déconnant qu'elle soit là parce qu'elle est déjà dans le truc. C'est pas déconnant. Et accessoirement, on l'utilise effectivement comme un ressort marketing. Et en même temps, moi, ce que je te disais, on s'est déjà pris la tête en DM là-dessus, c'est de dire que de toute façon, en fait, ça sert à rien de gueuler parce que c'est pas une vraie mort, parce on a déjà toutes les clés en main pour dire que 3 mois après, elle sera déjà de retour, en fait. Elle sera déjà en train de renaître. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper artificiel et que les gens s'énervent. Mais pour moi, c'est un problème, ça, justement. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à un point de non-retour dans l'existence des personnages de comics. On a tous admis collectivement qu'il y aurait jamais de passage du temps, qu'il y aura jamais d'évolution concrète et profonde. Oui, mais ça, c'est pas en 2023 qu'on l'apprend quand même. Mais je trouve quand même que depuis 10 piges chez Marvel, c'est particulièrement je pense qu'avec agressif, Death of Wolverine, Death of Doctor Strange... Death of Wolverine, non mais évidemment. Mais je veux dire, pour Miss Marvel, c'est un personnage qui est plus récent, qui est en train de construire sa légende auprès du grand public maintenant, tu vois, et on nous ressort cette putain de carte magique. Moi, à la fin, en fait, non, mais surtout, c'est même pas, tu vois, Miss Marvel, ok, c'est la technique commerciale qui fait autour de ça. Genre, en fait, ça veut dire que pendant 10, 15, 20, 30 ans, on va continuer ça. On va continuer, en ne retenant aucune des leçons, justement, des périodes horribles qui ont été Nightfall, qui ont été Death of Superman, voilà, qui ont été la saga du clone, enfin,
tous ces événements vraiment où on devrait avoir honte en tant qu'industrie d'avoir produit justement de la catchphrase aussi facile du tiens, viens, t'as vu, il est mort, et waouh. Et aujourd'hui, justement, on n'a plus aucune réflexion par rapport à ça. On se dit, bah, ça marche, bah, on va continuer à le faire, et on va continuer à le faire, et on va continuer à le faire. Et moi, personnellement, ça me dérange un petit peu parce que les univers de super-héros se renouvellent pas forcément en termes de lectorat. Il n'y a pas vraiment de nouvel appel d'offres qui est fait pour les jeunes générations comme ont pu être les New 52 ou Marvel Now. Aujourd'hui, ça ronronne, mais on voit que les ventes de singles progressent pas énormément par rapport à l'attrait des super-héros au sein du grand public. Peut-être qu'il est temps de se poser des questions, en fait. Peut-être qu'il est temps d'arrêter, en fait, de tirer ces mêmes putains de cartes il faut générer de la croissance sur un numéro un mois parce qu'il faut générer de la vente sur un mois. Il faut générer 50 variantes pour générer de la vente sur un mois. Il faut générer du crossover. Nico, on en revient. Le pôle Carnage, là, cet été, enfin, Carnage Venom, cet été, Summer of Symbiotes, le crossover Miles Morales avec le symbiote, Summer Symbiotes 2099, Symbiote Spider-Man 99. Mais c'est vraiment, c'est déjà algorithmique. Tu vois, il y a pas besoin de ChatGPT pour trouver des idées quand on est Nico, tu vois. C'est vraiment juste, qu'est-ce que je peux foutre en symbiote cet été? Eh ben, je vais foutre tout ce que je peux foutre, tu vois. Et à mon sens, vraiment, c'est là que le problème ne se résume pas effectivement à ce cas particulier, mais simplement à la gestion de Marvel en général. Il y a un truc qui déconne, quoi. Il y a un truc on se pose même plus la question de ce qu'on veut raconter vraiment. On veut juste que ça marche. On veut juste que ça vende. Et on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour ça. Et bah, du coup, moi, ça me motive pas du tout, quoi. Si j'étais pas obligé de lire du Marvel, là, j'irais jamais rattraper ce numéro. Parce que je sais que ça me tomberait des mains. Je sais que ça n'aurait pas de conséquences réelles. Je sais que ce serait juste pour faire plaisir à des fans de continuité ciné-série. Et je sais qu'en plus, bah, oui, effectivement, dans un an, on aura oublié tous collectivement qu'elle était morte pendant 3 mois, tu vois. Puis donc, la planche de Romita, elle est pas. Et puis voilà, j'ai pas voulu en parler, t'as vu, je suis sympa. J'ai pas voulu parler du style Romita, mais moi, faites revenir Arjona. Faites revenir le créateur de Miss Marvel pour une scène pareille dans ce cas. Adrian Alphona. Voilà, ne faites pas ça avec Romita, quoi. C'est encore plus injurieux, quoi. Anticlimatique, quoi. Vraiment les quelconques. Enfin bref, on verra tout ça. On en reparlera très certainement. Oui. On verra si nous avions raison sur nos suppositions. Du côté de la télé, une seule news, une actualité, Disney+, ça va pas forcément très bien non plus. Enfin, on sait pas, on se pose la question, puisque Echo, donc ça sort cet automne, mais Disney+ va pour la première fois avec Marvel, en tout cas, changer son mode de diffusion, puisque Echo, c'est tous les épisodes en une fois. À la Netflix. À la Netflix, ouais. C'est assez curieux, je trouve. Parce que là, on a dit tout à l'heure, il y a une grève des scénaristes. Donc, a priori, il y aura du retard sur plusieurs productions. On sait que Born Again a été en partie empêché, Wonder Man aussi, a priori. Oui. Donc, ils pourront pas enchaîner aussi vite qu'ils le voudront l'année prochaine. Bah, ça a été déblocage que de quelques jours sur les semaines passées, parce que la grève ne fait que commencer. Mais si ça se répète, ça risque effectivement d'avoir de grosses conséquences. Donc, ils auraient peut-être eu plutôt intérêt à jouer la montre en ayant un produit qui pourrait tenir sur plusieurs semaines. Et je pense qu'ils en ont conscience en plus. Donc le fait de balancer tout Echo en une fois, c'est peut-être un aveu d'échec. Je sais pas ce que t'en penses, mais bah moi je pense, je suis souvent très pragmatique et j'ai souvent une lecture un peu à froid en fait de l'industrie, où je comprends les décisions sans les justifier. En fait, c'est comme pour Bad Girl, je comprenais pourquoi Zaslav avait décidé de sabrer le truc, même si le film était déjà tourné. Et là, de ce que je comprends, enfin de mon avis, c'est que c'est une série sur laquelle l'actualité médiatique s'est tellement focusée sur Daredevil qu'en fait ils veulent juste balancer tout d'un coup, parce que en vrai Daredevil il apparaît que dans le dernier ou l'avant-dernier épisode, peut-être que pour un seul épisode, pour autant que je le sache, et qu'ils veulent pas en fait que les gens se lassent au bout de 5 semaines sans Daredevil. Tu vois, ils veulent être sûrs que ça tout sorte d'un coup, pour que dès le jour 1, et quel que soit ce qu'ils ont envie de raconter là-dessus, on parle quand même de leur série à cause d'un autre personnage que leur personnage principal, mais parce que ils savent très bien que Echo, personne n'en a rien à foutre, parce que l'actrice, avec tout le respect que je lui dois, n'a pas transcendé le personnage dans Hawkeye, parce que Hawkeye n'était pas non plus une incroyable série, et parce que vraiment, littéralement, la seule façon qu'ils ont trouvé de faire parler de cette série pour l'instant, c'est le fait d'avoir ramené Charlie Cox et Vincent D'Onofrio dedans. Bien sûr, mais ça a toujours été le projet. Bon, j'espère. Bah, ouais, mais après, je veux dire que si tu mettais des bons scénaristes, ou que Aquila Cox avait vraiment fait un truc incroyable, on viendrait. Si tu mettais des bons scénaristes, t'aurais pas eu la série Hawkeye déjà pour commencer. Bien sûr, mais tu vois, on serait intéressé pour ce personnage. Moi, tu m'aurais donné une vraie performance, un personnage avec des vrais enjeux et tout ça, et
Elle aurait jonglé, donc, du coup, par exemple. Ouais, c'est ça. Elle aurait fait des claquettes avec des otaries. Sur un fil. Sur un fil dans l'espace, tu vois, vraiment un vrai bon numéro de saltimbanque, là. Là, j'aurais kiffé. Et le fait, c'est que c'est pas le cas. Et que c'est vrai que Echo, si on te dit, bah, en fait, il va falloir regarder 50 minutes, ou je sais pas, 40 minutes pendant 6 semaines avant de voir arriver ton personnage, clairement, c'est ce que je te dis, c'est un aveu d'échec. Ils vont faire, bah, je sais pas que, bah, après, c'est pas un aveu d'échec, enfin, moi, je le vois pas comme un aveu d'échec, sur tous les plans. Ça se trouve, la série sera pas mal, tu vois. Mais, un avis d'échec sur le fait que, effectivement, ils sont conscients que leur personnage, leur marque Echo, en tout cas, va pas attirer grand monde et qu'il faut tout balancer d'un coup pour être sûr que les gens ils parlent de Daredevil en fait le jour J. Et c'est un triste constat parce que on a plusieurs fois vanté le fait que Marvel essayait de se mettre petit à petit à la diversité des corps, des représentations ethniques, des représentations genrées, sexuelles, etc. En définitive, là, on avait un peu une sorte de série qui était justement un beau message d'espoir parce que c'est une héroïne qui est d'origine native américaine, qui est sourde, malentendante et a priori dénuée de la parole, et qui est une femme, en plus accessoirement, donc c'est voilà. Et en définitive, il l'assume beaucoup moins, à tel point que si tu as raison, mais je pense que tu as peut-être raison, il préfère se dire que la série, elle va être plutôt attendue par les mecs qui veulent le retour de deux mecs blancs. Tu vois, et ça, du coup, effectivement, alors ça dit des choses de notre marché, ça dit des choses de la réalité à Hollywood, mais à mon avis, ça aurait pas été si compliqué de vendre un peu mieux ce produit. Tu vois, toi et moi, Arnaud, on est fans de Banshee, par exemple. Dans Banshee, il y a un personnage de guerrière amérindienne. Voilà, bon. Incroyable. Et la série Banshee est particulièrement, comment dirais-je, elle pourrait être qualifiée de vulgaire, on va dire, par certaines personnes, dans le sens où il y a beaucoup de cul, beaucoup de violence, donc évidemment Marvel allait pas faire ça. Mais c'est possible de vendre des personnages comme ça. D'ailleurs, Banshee a un côté un peu scalp, aussi, quelque part. C'est possible de faire des trucs qui ont de la gueule, qui ont du corps, ou même qui vont chercher dans le genre. Et du coup, d'intéresser le public, même sur des personnages pas très connus. D'ailleurs, Banshee, avant d'être la série que maintenant toi et moi on connaît, c'était juste une série qu'on a découvert par curiosité. Donc voilà, moi c'est là que je parle d'aveu d'échec, c'est qu'effectivement Marvel a du mal à intéresser au-delà de ses franchises et que là il pousse clairement du pied Echo avec la promesse d'être le tremplin qui mène vers Born Again. Et c'est là qu'il y a même un problème dans l'énoncé, à mon sens, c'est que normalement Echo elle apparaît dans Daredevil apparaît pas dans Echo, et qu'il n'y a pas assez de comics Echo pour en fait former une base, même juste narrative. Echo, tout ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle a été élevée par le Kingpin, et qu'elle se rend compte que le Kingpin a fait tuer son vrai père. Ça, tu l'as dans Hawkeye, et c'est mal fait d'ailleurs. Tu l'as dans Hawkeye déjà, donc ils ont cramé cette cartouche beaucoup trop vite. Ils ont pas construit d'univers urbain, parce que Hawkeye, il passait à New York. En vrai, il vit pas à New York, il vit dans sa ferme de bouseux. Donc, Moon Knight, il vit pas à New York, c'est un Londonien, a priori qui vit dans son petit monde à lui, et qui maintenant est à l'asile. Donc à un moment donné, ou en Égypte, avec sa meuf. Donc, à un moment donné, il y a pas d'univers urbain, Spider-Man, il va pas apparaître dans les séries télé. La série Iron Fist, ils vont pas la canoniser. Donc, tout ce que tu pouvais faire autour de Echo pour faire une sorte de mini à la Bendis comme à l'époque, du coup, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, il fallait peut-être réfléchir à ça un peu avant. Et c'est dommage, mais vous aviez eu toutes les chances que vous vouliez. C'est trop tard maintenant, quoi. Disney+, qui en plus sabre pas mal de contenu, va sabrer pas mal de contenu, comme HBO Max l'a fait, puisque voilà, garder des contenus produits pour un service de streaming sur les serveurs, ça coûte de la thune. Ça peut aussi coûter des droits d'auteur, puisqu'il faut payer les gens qui ont fait ces séries. Donc, sans surprise, les séries les moins regardées vont a priori disparaître. Et dans l'eau, il y a des adaptations de comics. Oui, c'est pour ça qu'on en parlait. Why the Last Man notamment, les séries Stanley, Marvel / Stanley / Marvel, etc. Et Just Beyond, qui était une série de comics faite par R.L. Stein, l'auteur des Chairs de Poule, qui est donc après été adapté sur Disney+. Il y a aussi la série Willow, il y a plein de produits de différentes importances selon... Il y a le projet Marvel Super Heroes, qui était l'émission de télé-réalité avec des gamins qui créent leurs propres super-héros. Ouais, bon voilà, après je dis pas que tout va nous manquer, mais il y a sûrement des fans de tous ces machins-là. Non, mais ça avait l'air éclaté, quoi. Ça avait voilà, bon, ce qui est compliqué, c'est que là, on va nous répondre, oui, ils les ont enlevés, ces machins-là, parce qu'il y avait pas grand monde qui les a regardés. C'est certainement vrai. Why the Last Man, on le sait, c'est un échec total, on en avait parlé à l'époque. On en a même pas parlé, parce qu'on a même pas regardé, tu vois. Dans l'actualité, je voulais dire, c'est une vôtre monumentale, ils ont quasiment pas payé de campagne de promo. Donc effectivement, voilà, peut-être que c'est plus intéressant pour eux de les supprimer que de les garder, mais imaginez par exemple que vous êtes fan de Why the Last Man, imaginez par exemple que vous avez travaillé sur la série Why the Last Man. Par contre, ouais, plutôt ça. Que vous n'avez pas... c'est pas crédible d'être fan de Why the Last Man, c'est ça? Pas de la série télé, je pense. D'accord. J'ai pas regardé, je sais pas.
J'ai eu personne m'en dire du bien qu'ils aient lu ou pas la BD avant. Je te crois sur parole. Mais par exemple, voilà, dans ce cas de figure-là, vous n'avez pas de preuve de votre travail. Vous avez travaillé sur Why the Last Man, vous n'avez pas votre CV écrit Why the Last Man, vous allez chez un futur employeur et dit c'est quoi ça? Je trouve pas. Je vois sur Google, ça existe, mais je vois pas où le regarder, je sais pas ce que t'as fait, frérot. Et vu que t'as pas de sortie physique, s'il y a pas de disponibilité sur une plateforme numérique, ou dans quelconque catalogue, puisque de toute façon c'était une exclusivité à la plateforme en question, bah c'est juste accessible nulle part, à part sur les réseaux pirates, bien entendu. Mais on est gentil normalement dans la culture, on essaie de faire attention à ça, justement d'avoir des solutions légales pour pas avoir à pirater. Mais ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il faut revenir en arrière sur le côté on est gentil. C'est à un moment donné en fait, c'est aussi de la protection de patrimoine de pirater aujourd'hui. Parce que ça devient oui au final. Ouais. Là on s'en aperçoit en fait, HBO Max qui fait ça avec plein de séries animées qui pour le coup étaient très appréciées, sans offrir d'alternatives en DVD, en Blu-ray ou même en téléchargement numérique. Et Disney Plus qui fait la même chose. Alors effectivement, Why the Last Man, je pense pas ça va manquer à grand monde. Mais faut aussi se dire que c'est des thunes en moins pour Brian Kevogan et Pia Guerra. Hein. C'est-à-dire qu'ils auront plus de royalties à terme sur un produit qui a été fait. Alors que justement, pour ces artistes-là, comme Frank Miller avec Sin City, les arriérés de paiement sur les adaptations qui continuent un peu à faire du blé sur le long terme, bah c'est un truc qui est important parce que c'est une industrie où il n'y a pas vraiment de retraite. Donc on le rappelle encore une fois. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de Peter David et de son cas particulier, mais on fera ça un autre jour. Mais voilà, c'est aussi des trucs qu'il faut penser. Et à mon avis, là, justement, on arrive à la fin de la guerre du streaming. Rappelez-vous, pendant les années, on vous l'avait déjà dit avant que ça arrive. Hein, mais elle s'est finie au final plus rapidement que prévu. Mais elle s'est finie parce qu'ils ont combattu n'importe comment. Tu vois, c'est une guerre du streaming où en fait tout le monde s'est dit j'envoie toutes mes forces dans la bataille. Je vais mettre des milliards sur la table pour créer de l'exclusivité. Et en pensant avoir un retour rapide en fait. Et surtout en essayant de pas augmenter les prix parce que sinon je serais moins concurrentiel que le mec d'en face et compagnie. Et donc du coup, tous les mois, ils ont perdu des tonnes de blé. Et un jour, Warner Bros est arrivé, a dit en fait c'est pas une bonne idée de faire ça parce que là en fait on est en train de couler nos boîtes et en plus vous avez tous acheté ou été rachetés par des corporations qui ont des prêts à rembourser, donc il vous faut de l'argent frais tout de suite, de l'argent neuf tout de suite. Et voilà, c'est la réalité. Je veux dire, Disney ils ont lâché quoi, 50 milliards pour 75 milliards pour la Fox, plus Hulu, plus tout ce qu'ils ont lâché entre temps. Là on parle de plans d'économie de plusieurs milliers d'employés qui sont foutus à la porte. 10 000 je crois. Voilà, pour envoyer un bon signal aux actionnaires, parce que les actionnaires ont besoin d'avoir ce genre de signaux rassurants qui signifie couper dans les budgets. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble un actionnaire, pour de vrai. Tout à l'heure, t'as dit un nom propre, je crois que c'était à peu près ça, tu vois. Surtout chez Disney, à mon avis. Mais voilà, pareil, c'est comme Disney qui te dit maintenant on va refaire un nouveau La Reine des Neiges, on va te refaire un nouveau Toy Story. On va te refaire tout ça parce qu'il faut des propriétés qui rassurent, on ne prend plus de risques, on annule des séries, on vire des gens. Donc c'est ça en fait les signaux qui rassurent un actionnaire lambda. C'est pour ça que je veux dire que c'est à quoi ça se reconnaît un actionnaire. Tu sais, quand il va se coucher, il y a sa femme ou sa daronne, je sais pas, qui lui raconte une histoire. Il fait c'est l'histoire d'un plan de licenciement. Sa femme ou sa daronne, t'as clairement pensé à Macron en fait. Je sais pas. Ouais. Je peux le dire. Hein, c'était inconscient. Il était une fois une entreprise au CAC 40. Et grâce à ses licenciements, elle fait plus 8% à la bourse à la clôture. Non, ça commence mal. Parce que du coup, c'est certes. Et elle avait investi beaucoup d'argent pour faire de l'art. Et le gamin qui a peur, genre, ah non, pas beaucoup d'argent quand même. Mais rassure-toi, Emmanuel ou autre d'ailleurs. Mais rassure-toi, à la fin, les actionnaires, les gentils actionnaires un peu comme les elfes, tu vois. Ouais, c'est ça. On dit, arrêtez de dépenser de l'argent. Et ils ont foutu à la porte tout le royaume. Et paf. Donc voilà. Et le royaume, il a traversé la rue. Mais il a pas trouvé d'emploi. Mais par contre, très sérieusement, oui, c'est préoccupant parce que là, c'est des séries qu'effectivement, on peut se dire, vous ne les avez pas regardées. Mais c'est de la culture quand même. C'est du patrimoine quand même. Et ça veut dire qu'elles vont plus revenir. Tu vois, je sais pas pourquoi elles reviendraient. Donc voilà, enfin peut-être qu'on est arrivé aussi au bout de cette logique de se dire le streaming c'est bon, c'est l'avenir, ça va tuer le DVD. D'ailleurs, ça a tué le DVD. Il y a plus besoin des formats physiques, tout va être stocké sur un cloud et d'année en année, le catalogue va grossir, rendant chaque plateforme ultra intéressante rétroactivement. Et en fait, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si demain on a un super film, ça arrive tout le temps au cinéma. Hein. On a un super film qui est pensé pour le streaming, que personne ne regarde, mais toi t'es super fan, tu te dis ouais, trop bien. Enfin, je sais pas, genre le Scorsese, là, le Killers of the Flower Moon, il a coûté 200 millions, je crois. Mettons que personne ne le regarde, que tout le monde se dise ouais, mais moi les Amérindiens, je m'en bats les couilles, c'est un vieux con, c'est un boomer, moi j'ai pas le temps, je suis sur TikTok, etc. Voilà, c'est la phrase de boomer. Ça oui, mais j'aime bien. Donc
et qu'il marche pas, bah du coup Apple se dit ouais mais attends, les frais là quand même il faut mettre des royalties à DiCaprio, des royalties à Scorsese, des royalties à machin, etc. Ça coûte super cher et en vrai il y a pas de retour sur investissement, il faut qu'on le saute. Mais comment tu fais dans ce cas-là? Enfin genre tu oublies un Scorsese, tu vois, tu disparais dans le cloud et t'es en mode bah non, moi je suis pas d'accord avec ça, donc je suis désolé de le dire, mais dans l'intervalle il y a que le piratage qui stocke quelque part sur un serveur un truc accessible que tu peux amener à avoir chez toi. Et ça déjà c'est un problème quand la seule offre pour ça elle est pas légale. Tu vois, donc peut-être se poser des questions sur notre dépendance au streaming et sur parce que tu sais, c'est la bienveillance des mecs qui tiennent le réseau. Parce que c'est vraiment la peste et le choléra. C'est soit t'as la corporation qui détient le truc, qui empêche l'accès et donc empêche en fait aux créateurs de faire découvrir ce sur quoi ils ont travaillé. Et l'autre option, bah c'est toi en tant que consommateur. Mais si la seule offre disponible c'est le téléchargement légal, bah toi-même tu fais pas du bien aux créateurs parce que tu ne payes pas pour le travail qu'ils ont effectué. Donc dans les deux cas en fait, de toute façon les artistes sont juste mais ceci dit pour donner quelques chiffres parce que là on part en débat PMU mais oui, d'ailleurs tiens, je te vois ça. 2,3 millions d'abonnés en moins sur le premier trimestre de l'année chez Disney+. Et le plan là pour les contenus qui vont être supprimés, donc c'est 28 contenus c'était mis à jour, c'est 1,5 à 1,8 milliard d'économies. Donc c'est pas rien du tout hein, donc faut quand même se percevoir de ce que coûte une série ou un produit juste à être maintenu. Donc ça montre bien qu'ils ont dépensé leur argent n'importe comment parce que t'imagines bien que si 30 séries ça fait 1,5 milliard, ça veut dire que ça fait je sais pas du coup 500 000 par série. Non, même 5 millions par série. Merde, c'est ouf. Même plus que ça, putain, je me lève en matin. 50 millions par série x 10, 500 x 3, 1,5, c'est ça. 50 millions par série pour être maintenu. C'est taré quand même. Du coup, ça veut dire qu'une fois que la frénésie du streaming était une mauvaise idée, qu'ils ont vraiment fait n'importe quoi et qu'en fait, depuis le début, la télévision était le seul modèle rationnel qui comptait l'argent à la fin du mois et pas juste le nombre d'abonnés à perte, tu vois. Donc, il y aura d'autres plans d'économie comme ça parce que Disney n'est toujours pas sorti du rouge. Les actionnaires ont pas l'air très contents en fait, même des prises de décision de Bob. Il y en a même certains qui portent plainte contre Bob Chapek en fait sur sa mauvaise gestion de Disney+ et sur ses mensonges. Bah ouais, bah encore une fois, on l'avait déjà dit, mais par exemple les Pixar qui étaient envoyés au charbon sur Disney+. T'as envie de dire mais vous êtes fous. Enfin, c'est des films qui rapportent de l'argent, Pixar. Au pire, vous décalez la sortie et vous le sortez en salle avec la famille qui va aller le voir et qui fera 600 millions, mais main dans les poches. C'est-à-dire alerte rouge. Tu sors pas ça sur Disney+. C'est un phénomène, ce film, potentiellement. Même la peluche se vend super bien, par exemple, tu vois. Donc, bref, c'est une connerie monumentale et c'est pas fini. Voilà. On passe du côté du cinéma pour cette troisième et dernière partie du podcast. Enfin, une bande-annonce pour le film d'animation Nimona, adapté des comics de N.D. Stevenson qui sont sortis chez Dargo et ressortent en édition poche. D'ailleurs, c'était déjà le cas l'année dernière. Je crois que ça ressort de nouveau cette année. Donc ça, c'est plutôt cool si vous voulez découvrir cette bande dessinée qui revisite les codes des récits de fantasy, de contes, les contes de fées, avec justement Nimona qui est une princesse métamorphe en fait, une femme métamorphe qui est capable de prendre l'apparence de tout et n'importe quoi, qui va venir en aide en fait au supposé grand vilain de ce royaume qui en a après le grand prince qui serait le gentil, et justement parce qu'on va s'apercevoir qu'en fait que très certainement le grand prince en fait c'est un gros connard et que le grand méchant en fait c'est lui qui est sympa. Bah c'est dès le numéro 1 en plus. Oui mais moi je voulais pas spoiler mais tu viens de le faire là du coup. Bah non parce que je disais peut-être. Oui, mais du coup les gens se sont dit que peut-être tu l'avais dit parce que c'était le cas. Mais peut-être que je l'ai pas. Tu sais que peut-être que je l'ai dit parce que comme American Jesus, parce que je devine les choses, parce que je suis très intelligent, c'est tout. Même en plus c'est assez évident. Ouais. J'ai lu du coup c'est Nimona, c'est pas mal. Mais la bande-annonce fait plus, ressemble esthétiquement aux comics. Après le personnage de Nimona elle-même, elle a l'air d'avoir plus de personnalité, un côté plus sale gamine que dans la BD où c'est vraiment juste une petite nana trop mignonne avec des petits yeux tout noirs, trop mignons. Il y a un petit côté SF aussi d'ailleurs dans la BD, enfin SF fantasy conte de fées, futuriste, ouais. Qui est tout coup très bonne BD effectivement, qui a des petits côtés un peu plus humour noir et un poil de violence très légère mais qui existe. Voilà, la bande-annonce me paraît très bien, c'est bien animé. Surtout que c'est pour le coup un film qui a été sauvé de Disney par Netflix, puisque ça faisait partie des projets qui étaient chez Blue Sky Studios que Disney a fait fermer après le rachat de la Fox. Qui était fini aux 3/4 et du coup ils ont mis les ronds pour terminer le truc. Et ça a l'air trop, vu la bande-annonce, moi je suis content que ça a été sauvé. Pareil. Parce que ça a l'air vraiment. On fera un podcast dessus.
Oui, avec le grand plaisir. Qu'est-ce que je veux dire? La suite, du coup. Moins plaisir. Chiwetel Ejiofor qui arrive au casting de Venom 3 et qui rejoint donc la catégorie de ces grands acteurs et actrices qui ont fait des superbes choses et qui viennent s'embourber dans ce projet de merde. Pourquoi font-ils ça? Arrêtez de répondre pour l'argent. Je sais que c'est pour l'argent, mais laissez-moi me poser quand même des questions existentielles. Pourquoi quand t'as fait 12 Years a Slave, tu vas faire Venom 3, bordel de merde? C'est une vraie bonne question. Il n'y a pas de réponse rationnelle à ça, tu vois. C'est quand t'as fait Bronson, tu vas faire Venom 1, 2 et 3, donc, putain, mais oui. Peut-être que, voilà. Hein. En fait, c'est Tom Hardy, le problème, c'est lui qui a donné le mauvais exemple, tu vois. Ils se sont dit, puisque Tom l'a fait, je peux le faire aussi. Ça. Mais bon, non. Si lui, il l'a fait, c'est bon, ça passe. C'est vraiment l'exemple. Mais si le show dure avant, vous le faites aussi? Oui. Oui, on le fait tous. Donc, Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Stephen Graham, aussi super acteur, hein, dans The Chef, dans Bordeaux Empire, The Irishman et tout. Juno Temple. En fait, il y a que des grands acteurs, quoi, et grandes actrices, non? Woody Harrelson, Juno Temple. Mais oui. En fait, c'est que des gens très talentueux qui font des films très mauvais. C'est trop rigolo. Ça me fait très plaisir que cette franchise existe juste pour ça, tu vois, pour te dire que en fait, tout le monde est faillible. Ah oui, bah c'est ça. C'est pas juste toi qui, des fois, te dis merde, je suis un peu une merde. Non, c'est tout le monde. Tout le monde peut faire des conneries pour l'argent. Mais sinon, plus sérieusement, Chiwetel Ejiofor, mec, c'était déjà le baron Mordo, LOL, dans le très très bon Doctor Strange de Scott Derrickson, LOL. Quelle maîtrise de l'ironie, Corentin. Mais t'as vu un petit peu, je veux des balises en plus. Est-ce que t'as eu des articles de Screen Rant ou CBR en mode would that mean that he will be Baron Mordo from the multiverse? Non, je l'ai pas vu. Sérieux, putain mec, c'était facile, franchement, pour une fois, quoi. Non, ils l'ont pas fait. Moi, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, ils ont réussi à récupérer ça juste pour faire une sorte de lien bizarre dans le multivers. Ah non, mais ça m'est pas venu à l'esprit et j'ai vu personne le faire, mais parce que c'est tellement con que non, pour une fois. Enfin là, c'est vraiment le niveau de réflexion d'un gamin de 5 ans, quoi. Pas de Paris Kebab. Tu viens de le dire. Niveau de réflexion d'un gamin de 5 ans. Oui. Sony. Oui, enfin, le stagiaire de Avi Arad chez Sony. Enfin, le neveu de Avi Arad. Attends, mais avec la scène post-gène de Morbius. Oh là là. Hi. I'm new around here. You know Spider-Man. Ça, c'est le gamin de 5 ans. C'est le neveu d'Avi Arad qui a écrit cette scène. Hein, Bien sûr. Mais donc, ouais, Chiwetel Ejiofor, bravo pour ton chèque. Et probablement que tu veux bien t'amuser à boire des bières avec Tom Hardy et à branler. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'il veut être avec des copains sur un tournage, tu vois. De toute façon, qu'est-ce qui reste là comme symbiote? Ils vont pas faire Scream. Ça se fait, non, Scream. Bah, justement, Stephen Graham, c'était censé être Toxine. Ouais. Mais il a signé, lui, pour Bah non, pour l'instant, non. Parce qu'il en a marre aussi. On n'a pas de nouvelles. Et, on sait pas, en fait, du coup, qu'est-ce qu'il va jouer, Non, Stephen Graham, je crois qu'il est occupé à faire la série The Chef, parce que la série The Chef a été, commandée pour être une série pas HBO, BBC. Ouais. Qu'est-ce qui reste comme symbiote? C'était trop bien, The Chef. C'est trop bien. Vraiment. Mettez le film de cuisine en plan séquence, trop bien, hyper intense, hyper suffocant, trop bien éclairé. Vraiment, super photo. C'est un peu The Bear, mais version britannique. Enfin, le chef cuistot est écossais. Donc voilà, que dire, Chiwetel Ejiofor, bravo pour ton chèque. Je ne sais pas quel symbiote tu vas jouer. Vivement que cette franchise se termine. Si c'est un symbiote. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'il joue? Trop hâte d'un débat de. Et pourquoi il y a un symbiote noir? Mais il doit en rester. Mais je suis pas un Dr. S symbiote, j'avoue. Oh, ça va être nul. Au secours. Imagine, ils font la saga de Null de Nick Cage en un film de 1h30. Au secours. Allez, parlons d'un truc un peu plus enthousiasmant, le Superman Legacy de James Gunn, parce qu'il y a des premiers noms qui apparaissent pour le casting d'après le Hollywood Reporter. Donc, bien entendu, James Gunn ne commande pas parce que c'est les auditions qui sont en train d'être réalisées en ce moment. Donc, évidemment, il va pas commenter des annonces d'audition puisque ça, c'est tellement aléatoire et ça veut tellement rien dire. Sauf pour dire quand c'est faux. Voilà. Non, parce qu'il dit ce qu'il dit que c'est faux, c'est des annonces de casting. C'est-à-dire, donc là, il dit clairement non, c'est faux. Mais parmi les noms, apparemment un certain David Corenswet que je ne connais pas. Il y a pas grand monde qui le connaît. Qui serait donc effectivement en bonne place pour incarner le prochain Clark Kent, sachant qu'effectivement physiquement quand tu vois les photos de lui, ça ressemble à un Henry Cavill juvénile tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est un peu la Shelly de sa Barbie. Moi ça m'a un peu marqué parce que quand je cherchais les images pour faire l'article, j'étais en mode genre ah ouais merde, il ressemble vraiment beaucoup à Henry Cavill. Il est plus petit et il est plus jeune, effectivement. Mais donc c'est un acteur qui a pas fait grand chose pour l'instant. Il a beaucoup fait de la série télé. Il a fait la série Hollywood de Bidule. Il a fait la série Elementary, qui est la version américaine de Sherlock Holmes. Il a fait un peu d'House of Cards ou Andy City. Et il est apparu, on a dû le voir dans le film Pearl, du coup.
Ty West, il joue dedans apparemment. Ouais. Il est bien. Enfin, je sais pas, il a une présence, il est sympa. Mais du coup, non, parce que moi j'ai vu X, j'ai pas encore vu qui est la préquelle, ouais, effectivement. Bah, du coup, voilà, en tout cas, physiquement, ça colle à fond, le regard bleu, la mâchoire carrée, c'était Liber Mero qui disait que je ne sais plus quel artiste lui avait expliqué que pour dessiner le visage de Superman, en général, tu fais un ovale pour dessiner un visage, alors que pour Superman, il faut toujours faire un carré, enfin un rectangle, parce que justement, il faut bien que la mâchoire soit symétrique avec le crâne. Et c'est vrai que quand vous regardez les meilleurs Superman, ils sont souvent en fonction de cette mâchoire et cette structure extrêmement rectangulaire du visage. Donc moi je ne l'ai pas vu jouer, hein, donc je peux pas te dire si c'est un bon acteur ou pas, mais physiquement c'est effectivement un choix qui paraît tout à fait bien. Autre choix de casting qui a priori là est le seul, enfin est définitif entre guillemets, c'est Nicholas Hoult pour jouer le personnage de Lex Luthor. Donc ça confirme qu'on revient bel et bien à l'origine fondamentale. Il y aura Lex Luthor dès le premier film Superman et pas comme dans BVS dans le deuxième, ou en vilain d'arrière-plan comme dans la série Superman et Lois, que j'ai commencé d'ailleurs et qui est une très bonne série que vous devriez regarder si vous aimez Superman. Donc Nicholas Hoult, on rappelle évidemment, c'est le fauve de X-Men First Class, c'est Tony dans la série Skins, extraordinaire série Skins, c'est le personnage, comment il s'appelle déjà dans Mad Max Fury Road, le Warboy, comment il s'appelle, Warpug, merde, Arnaud, oui. tu l'as, ouais, je l'ai pas non plus. Parce qu'il était chauve dans ce film, oui. Donc ça peut vous donner une idée de ce à quoi ressemble Nicholas Hoult. Après, il était très maquillé aussi. Hein. Très maquillé, ouais, tout à fait. Et bientôt, ou même d'ailleurs déjà c'est déjà sorti, dans Renfield. Où ça sort tout bientôt, ouais. Il va jouer Renfield, le servant de Dracula. Donc acteur super coté, qui a fait des très grands films, qui est très talentueux, et qui a priori est le seul en lice pour jouer Lex Luthor. Donc on imagine que c'est juste une question de salaire à négocier. Ouais, et de temps. Côté Lois Lane, donc évidemment parce que Lois ne va pas sans Clark, Clark ne va pas sans Lois, c'est un peu la vie. On a plusieurs propositions, tu vas me dire oui ou non, selon les noms, ok? Bah, faut que je regarde à quoi elle ressemble. Non, mais je vais te le dire. Alors, Emma McKee, Sex Education, Maeve dans Sex Education, la meuf de Romain Duris. Non. Arnaud dit non de la tête. Non, c'est pas ça, je sais Arnaud pas cherche sur Google. Voilà. Alors, Emma McKee, voilà, une actrice franco-britannique. Ah oui, elle. De 27 ans. Lois Lane, elle? Ouais. Bah, un peu jeune quand même, non? Un peu jeune. Bah après, il a 29 ans, Coran Sweat. Écoute. Ça, c'est l'annonce, c'est un peu l'objectif du casting. Ils ont tous, grosso modo, entre 20 et 30 ans. Ok, même si ça s'appelle Legacy, quoi. Bah oui, oui. Ok. Je sais pas quoi te dire. Dis-moi, Cornemuse. Cornemuse, ok. Merci. Ensuite, alors oui, donc voilà, Emma McKee qui a fait Sex Education, qui a fait le film Eiffel, qui va jouer dans le film Barbie de Greta Gerwig. Ensuite, c'est vrai qu'elle a un côté Margot Robbie un peu dans le regard. Enfin, un mix de Margot Robbie et d'Emma Stone, en fait. Oui, ça, la comparaison n'est pas nouvelle, mais okay. Bienvenue dans le monde du présent, Arnaud. Ensuite, Rachel Brosnahan, qui a fait de son côté le feuilleton Marvelous Mrs. Maisel, une série très cotée sur Amazon Prime Video. Apparemment l'une des meilleures au niveau critique. Brosnahan, avec c'est un nom irlandais. Je trouve, déjà plus. Je trouve, déjà plus. Ok, très bien, c'est bien de le savoir. Ensuite, Phoebe Dynevor. Phoebe Dynevor, avec un Y, Arnaud. P-H-O-E-B-E. Ouais, Phoebe Dynevor. Donc, elle star de la série Bridgerton, pareil, gros succès critique, cette série. Non, elle a pas une tête de Non, ok. Samara Weaving, pas besoin de chercher, j'imagine. Ouais, Samara Weaving, je la vois pas du tout en... Là, on reconnaît le gros fan de cinéma d'horreur. Ouais, Samara Weaving, je connais très bien, ouais. Donc voilà, Babysitter, qui a fait aussi Babylone d'ailleurs de chez elle. Oui. Scream 6, Guns Akimbo et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Et elle est dans l'ouverture de Scream 6 aussi. Tu la vois pas, toi, justement, en neuf un peu, qui aurait plus d'autorité côté grande gueule et punchy. Samara Weaving? Par rapport à un Clark Kent plus maladroit et tout, tu vois. Moi, je vois vraiment, dans les actrices qui ont été citées, je vois vraiment cette écriture-là. Hein. Vraiment, genre, le héros, ça va être le super Clark bossy, Kent. quoi, du coup. Voilà. Ouais. Parce que, tu sais, dans Babysitter, elle a un petit peu cette énergie-là, tu vois, un peu grande sœur et tout. Et puis, moi, j'aime bien Samara Weaving, en fait. Bah, moi, je l'aime bien aussi, mais c'est vrai que tu me dirais, est-ce que tu la vois en Lois Lane? Je dis non, mais je ne demande qu'à être... Parce qu'il y a le tabou de la Lois blonde, en fait. C'est ça aussi. Peut-être que c'est ça. On n'a jamais imaginé Lois en blonde, tu vois. Effectivement. Alors, parce que tout n'est qu'une question de couleur de cheveux. Bah, évidemment. Comme toujours. Alors, du coup, Arnaud, si je te disais de faire un choix. Bah, la deuxième, là. Brosnan? Ouais, c'est ça, ouais. Qui Rookin, c'est ça? Bah, plutôt brune sur les photos. Plutôt brune, et bah, justement, Arnaud, tu as bien choisi. Tu es comme James Gunn, parce qu'apparemment, c'est elle qui est le plus en lice. Ah, ouais, là, on cite pas des noms d'acteurs et d'actrices au hasard, hein. La plupart ont auditionné déjà. C'est-à-dire, ils ont envoyé des bandes démos, ou alors leur agent leur a arrangé une audition. Brosnan, apparemment, a beaucoup convaincu Gunn et ses équipes. Mais
Le seul obstacle, c'est qu'elle a 32 ans, alors que le gros des actrices que je t'ai citées là a entre 20 et 30. Et en fait, James Gunn voudrait vraiment cette métropolis un peu millennials. Ça veut dire années 90 millennials, c'est pas dire années 2000. Metropolis Millennials pour partir sur une nouvelle saga, un peu comme d'ailleurs le dessin animé qui est en cours là actuellement. Tu sais, sur HBO Max, dessin animé Superman avec Lois et Clark. Et oui, My Adventures with Superman. C'est ça, voilà, c'est un peu le même esprit. On revient à des personnages plus jeunes, plus frais, un peu ce côté, on vient de débarquer en ville. On n'est pas trentenaire comme quand on arrive en ville. Ouais. Voilà. Comme chez Zack Snyder. Tu me connais trop. Mais bien. aussi pour bien se démarquer de la saga précédente. Moi, j'admets Mackie ou Weaving, mais probablement parce que j'ai pas vu en fait Bridgerton ou Mrs. Maisel. Et moi, ce qui est bien, c'est que j'ai rien vu, donc je me base juste sur des visuels fixes et je me dis, est-ce que je la vois en Lois Lane, tu vois. Mais je comprends ce que tu dis. Moi, en fait, tout me va dans ce casting. Je suis assez content. Je trouve qu'il a bien cerné les profils. Et Nicolas Hoult, du coup, en Luthor, t'étais pas chaud, toi, Tony? Non, je le vois pas trop là-dedans, mais très bien. Pareil, je ne demande qu'à être convaincu. Mais tu le vois pas, genre, jouer un Luthor un peu, genre, façon patron de la tech moderne à la Zuckerberg? Tu vois, parce que Nicolas Hoult, il a un peu ce physique de tête. Mais je veux dire que à la Zuckerberg, du coup, il y avait déjà Jesse Eisenberg qui l'avait fait, en fait. Oui, en fait, il a fait son Zuckerberg, il a pas fait Zuckerberg, il a fait Social Network Zuckerberg. Donc, il a fait Jesse Eisenberg. Ça fait beaucoup de berg. Oui, mais après, il était dans BVS, quoi, pour faire un Lex Luthor. Qui était quand même dans le jeu très calqué sur le Zuckerberg. Oui, mais son Zuckerberg, ce que je te dis, il a pas fait le vrai Zuckerberg qui parle comme ça. Tu vois, enfin. C'est vrai que je connais pas du Zuckerberg personnellement. T'as pas vu les audiences au Sénat où on dirait un robot contrôlé par les aliens? Mark Zuckerberg, c'est pas un humain. Faut voir, il est vraiment vide à l'intérieur. Ouais, bah, en même temps, vu ce qu'il a l'impression que c'est un drone. Bah, il a construit sa carrière sur le fait de trahir tous ses potes, donc. Oui. Et de vendre un monde virtuel dans lequel on n'aurait pas de jambes. Tu m'étonnes qu'ils sont un peu vides à l'intérieur. l'intérieur. Les jambes seraient très, très souples. Allez, dernière actualité et pas des moindres, enfin curieuse quand même, c'est David Maisel, donc l'un des producteurs qui a participé à la fondation de Marvel Studios, qui apparemment a mis ses billes pour bâtir un nouvel univers partagé, mais sur les comics de Michael Turner. Il parle d'un Ecosverse en partant du principe que des films et des séries coexisteraient donc dans un même univers avec les personnages de Michael Turner, donc Soulfire, Fathom et Echo, sachant que Echo c'est assez particulier parce qu'en fait c'est un one shot de preview qui avait été publié, mais la série après, donc qui était écrit par Geoff Johns, mais après la série n'a jamais vu le jour puisque Michael Turner aussi est mort, donc forcément ça complique un petit peu les choses. Mais donc le Ecos Universe qui doivent se faire avec un mix d'univers de fantasy avec des personnages qui est décrit vraiment comme un croisement d'Avatar et de Marvel en termes de franchise. Maisel qui déclare que 2023 serait une période idéale pour lancer un tel univers, comme 2008 c'était le moment idéal pour bâtir le MCU, alors qu'effectivement à sa décharge personne n'avait parié que ça pourrait fonctionner en 2008 quand l'idée c'était de faire un univers partagé de super-héros Marvel. Bah c'est ça qui donne un peu de grain à de crédit à cette actualité, c'est qu'effectivement Maisel c'est le mec qui a été voir Avi Arad en 2003 et qui lui a dit voilà, j'ai moi une idée où en fait on serait dans l'autofinancement de nos propres projets, donc de créer un Marvel Studio qui ne serait pas partenaire d'un autre studio, à part pour la distribution bien sûr, mais qui pourrait créer Iron Man, créer Captain America, etc. Et ils avaient développé le budget à ce moment-là, donc c'est vraiment l'architecte des débuts de ce qu'on appelle le MCU aujourd'hui. C'est pas nouveau, hein. Ça fait 5 ans qu'il est au travail sur l'idée de faire un univers Phasm, Aspen et compagnie. Ce qui va être un peu nouveau, c'est qu'effectivement, alors le comics Ecos, comment dire, parce que c'est compliqué d'en parler vu que c'est pas sorti, mais la rumeur dit que c'est un comics qui aurait fait partie des inspirations directes ou indirectes de James Cameron pour créer le monde d'Avatar. Avec James Cameron étant un fan de comics, hein, c'est pas, ça sort pas du néant. Parce que Ecos, effectivement, il y a cette idée de créatures. Alors moi je dis c'est de loin, hein, moi j'ai pas lu les previews d'Ecos et compagnie, donc il y a cette idée des créatures dans un monde, une planète lointaine, un peu façon Pandora, le Navi, etc. Le personnage de tigre, de créature fait penser à un Navi. Enfin, tu peux voir la ressemblance, quoi. Quand on voit effectivement aussi les personnages de Aspen, les personnages de Phasm en particulier, l'utilisation des ailes un peu insectoïdes et le côté aquatique fait aussi pas mal penser aux designs qui ont été créés pour Avatar. Et je pense que c'est pas accidentel s'ils disent Avatar plus Marvel. Tu vois, c'est que eux-mêmes ont conscience en fait que cette légende-là c'est deux des franchises les plus lucratives de l'histoire. Oui, mais ils auraient pu te dire, t'as la franchise la plus lucrative de l'histoire, je crois bien.
avec la saga de 2 films qui ont le plus rentré de thunes au monde. Donc, oui, tout à fait. Mais tu vois, ils auraient pu dire, je sais pas, Star Wars, Star Trek ou ce que tu veux, mais là, ils disent Avatar parce qu'ils ont conscience, je pense, que il y a du Michael Turner dans Avatar. Tu vois, qu'il le veuille ou non, que Cameron l'admette ou non, ou que ce soit juste vu que les designs des navis sont assez moches comme des designs. Voilà, on est assez d'accord, en plus, complètement. Voilà. Et puis, je vais pas assumer ta vanne, donc, voilà, parce que Turner a beaucoup trop de fans et que j'ai envie d'entrer chez moi ce soir, mais donc oui, voilà, je pense qu'il joue là-dessus et c'est pour ça aussi que c'est le meilleur moment. C'est que Avatar est sorti et donc s'ils se disent on peut faire un plagiat entre guillemets ou un truc qui revient à l'origine de cet univers-là avec l'artiste qui aurait, selon la légende, inspiré une partie de cet univers-là. Oui, ça se tente. Après, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Enfin, au niveau narratif, le monde de Aspen, il est ce qu'il est. Ça, c'est pas un truc qui est très développé au niveau histoire, au niveau storytelling. Il y a des idées visuelles qui sont très intéressantes. Avec Avatar 2, on a aussi dépassé Aquaman. On a dépassé la peur des films subaquatiques, qui était à l'époque la peur de Waterworld et de son échec colossal, etc. Donc effectivement, Phasm, c'est sous l'eau, hein. C'est tout le principe. Donc oui, c'est pas idiot du tout. Moi, j'admets que je ne suis pas fan du travail de Turner. Enfin si, c'est un très bon dessinateur, mais ces univers sont encore une fois ceux qu'ils sont. Donc à voir. Le nom de Maisel, il est rassurant. Ce qu'il est moins, c'est que pour le coup, il a fini par trouver des financiers qui sont des mecs qui ont gravité autour du NFT à un moment donné. Donc ça, c'est pas très. Et au départ, d'ailleurs, son premier partenaire là-dessus, il y a en 2018, quand on avait fait une actualité là-dessus à l'époque, avant First Print, c'était un mec qui avait été président d'une agence artistique dans la musique, notamment qui avait représenté Justin Bieber, tous ces mecs-là, tu vois. Donc ça sent un peu le pognon. Ça sent un peu hey, t'as vu Marvel Studios, t'as vu Avatar, on va faire du blé. Et du coup, ça a l'air sérieux et solide d'un côté, mais en même temps, tu te dis un petit peu, peut-être que c'est juste des croutonnards qui viennent se faire des levées de fonds, se faire payer des salaires pour les trucs qu'ils vont jamais se faire, et après revendre la boîte dans 5 ans à un corporatiste chinois, tu vois. Donc, il faut voir. Moi, dans l'idée, Ecos, ça m'intéresse. J'aimerais bien voir ce que Geoff Jones en pense de tout ça. Mais sinon, j'ai pas d'acquaintance particulière avec les univers de Soulfire ou tout ça. Donc... Le détail qui est assez alarmant dans le papier du reporter, c'est que la structure qui est derrière ça, c'est Mythos Studios, qui s'appelle... Forcément, en français, ça donne déjà un truc comme ça. Mais en fait, ils avaient fait de la mise en vente aux enchères de comics numériques de Michael Turner, mais remis en couleur par Peter Steigerwald, qui est un de ses collaborateurs et aussi de Joey Benitez, Lady Mechanica. Et sauf qu'il avait fait donc cette vente aux enchères sur des NFT et que ça avait permis quand même de rapporter $900,000. Et Maisel lui-même dit que l'acquisition d'art numérique façon NFT, c'est quelque chose qui permet de rapprocher le public de son œuvre, ce qui est quelque chose qui n'était pas possible en 2008. Et donc j'ai un peu peur que ça sente quand même aussi les relents vraiment de tous ces tech de Web3 et tout ça là qui pue la merde, hein, disons-le clairement, et qui franchement pour l'instant à ma connaissance, dans le milieu artistique, n'ont pas été utilisés par d'autres personnes que des gens qui voulaient se faire du pognon facile sur le dos du public et qui finalement n'ont rien fait. Regardez l'exemple du projet Plush de l'enfer, là. On a très bien vu ce que ça donnait. Et après, à sa décharge, Maisel, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'important il y a du coup 15 ans. Donc je serais curieux d'avoir ce storytelling de l'entrepreneur qui réussirait à créer un nouvel événement parce qu'en fait, il aurait un coup de génie. Mais je suis pas convaincu par toute l'histoire. Le succès du MCU, c'est aussi le succès des personnages Marvel. Oui. Qui avaient à l'époque 70 ans d'histoire, enfin 60 ans d'histoire plutôt. Les personnages de Marvel sont déjà des stars en comics. Les personnages de Aspen, non. Enfin, c'est les personnages de Aspen. Ils ont le star power de Michael Turner et des fans de son coup de crayon, quoi. Par contre, juste un truc, c'est la technologie NFT, en fait, il faudra faire le bilan d'ici 5 ou 6 ans, mais je pense que ça va être un petit peu le débat Polanski de notre génération dans la culture. Non, mais dans le sens où, non pas que les mecs qui ont fait des NFT soient des pédophiles, mais je veux dire que tu sais, à une époque, t'avais eu les tribunes sur Polanski où beaucoup d'artistes l'ont défendu, comme Del Toro, comme plein de mecs qui ont signé des pétitions pour qu'on lui foute la paix, etc. Del Toro a défendu Polanski? Ouais, je crois. Enfin, il y a plein de mecs vraiment super, des mecs bien, tu vois, qui ont en fait participé à ça sans avoir toutes les données, sans avoir toutes les infos. Et les tribunes qui ont été signées, tu vois des noms dedans, tu dis non, pas toi, frère. Et les NFT, c'est un peu pareil. C'est que Geoff Darrow a fait un peu de NFT, par exemple.
Il y a des gens, mais il y a des gens. Todd McFarlane a fait du NFT. Oui, et puis il y a des gens très bien qui sont venus dans le podcast qui ont aussi touché à des NFT. Bah voilà, tu vois, c'est le problème, c'est que en vrai, ça a été une ruée vers l'or. Enfin, ça a été une pyramide de Ponzi qui a duré pendant un temps. Plein de gens se sont fait avoir. Qui techniquement est pas fini, hein, c'est sûr. Mais... Voilà, effectivement, le film Plush est peut-être le plus gros point noir de tout ça parce qu'il y a vraiment eu en plus des vraies enquêtes menées là-dessus. Et quand tu vois comment ça a été fait, on est limite niveau escroquerie fiscale ou escroquerie en bande organisée. Ouais, mais complètement. Donc bref, mais du coup là, moi je leur tiendrai pas rigueur d'avoir voulu faire du pognon là-dessus, tu vois. C'est comme tu le dis, je comprends sans expliquer. Je comprends effectivement quand tu vois une telle ruée vers l'or, tu te dis pas, ouais, mais parce que moralement, c'est bien de vendre du vide. Pour un industriel, vendre du vide, c'est le rêve. Hein. Il y a des gens qui passent leur vie à vendre du vide. Donc on verra bien. Mais tel quel, voilà, dites-nous peut-être que si vous êtes plus fan que nous des comics de Michael Turner, des comics Aspen, je sais que ça existe, je sais qu'on a des auditeurs dont c'est le cas. N'hésitez pas à nous dire si vous seriez intéressé, même simplement par l'idée de voir un univers partagé avec ça. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est pas juste un truc de forceur? Enfin, genre de faire ce film-là. Ou est-ce que, voilà, à votre avis, on n'est pas peut-être déjà passé au-delà des films de super-héros, des univers partagés, etc. À mon avis, moi, je pense que ce temps-là est passé. À mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, je vais faire du Marvel Studios, je vais faire un Dark Universe, je vais faire un bon univers Power Rangers et compagnie. Ouais, mais si James Gunn réussit son pari en bâtissant le DCU, peut-être que ça va relancer l'intérêt d'un univers partagé autrement, en fonction de comment James Gunn le fait, tu vois. Et c'est peut-être là-dessus que d'autres vont vouloir se griffer en disant, au final, enfin, c'est comme ce qu'on disait sur Guardians of the Galaxy par rapport à la fatigue des super-héros. Le problème, c'est pas de vouloir faire un univers partagé, c'est de vouloir faire un univers partagé sur une recette qui a déjà été appliquée par les personnes qui ont fait le truc comme il fallait le faire. Démarquez-vous, proposez quelque chose de différent et peut-être que vous aurez aussi un succès. Peut-être. Là-dessus. On va conclure là-dessus. Corentin, oui, je te remercie d'avoir été avec moi pour ce podcast. On espère que payer pour ça, mais oui, je sais que vous en avez apprécié l'écoute. N'hésitez donc, on vous répète, pour soutenir le podcast, si vous appréciez le travail, c'est les partages le plus important. Parlez-en autour de vous. Faites vivre le podcast à votre propre échelle, c'est comme ça qu'on pourra perdurer. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission et les sujets qui y sont abordés. Puis on a aussi le lien pour la page Tipeee en fin d'article de podcast, de description, si vous souhaitez nous aider et contribuer à avoir l'avenir sous un avenir. Je me perds dans mes formes. Tu vois l'avenir sous un avenir? Eh ben, il faut contribuer. C'est ça, voilà. Très bien. Merci. Et rendez-vous au prochain épisode pour encore plus d'expressions qui n'existent pas. C'est la nouvelle marque de fabrique du podcast et personne ne l'a vu venir. Moi non plus. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Salut. Salut.